Nous, on arrive quand même, historiquement, du big data. On a construit une plateforme qui scanne des très gros volumes de data sur des personnes, sur des entreprises. Et en effet, s'il n'y a pas de data exploitable, ben, il n'y a pas beaucoup de personnalisation et les messages sont beaucoup plus basiques. Et c'est la vie, tu vois. On fournit, je crois, 8 types d'ajouts différents, tu vois. Je peux le faire à partir d'une recherche LinkedIn ou Ouais, exactement. Avec une recherche LinkedIn, SalesNav ou dans la page LinkedIn d'une entreprise, tu peux, grâce à notre extension Chrome, récupérer d'un coup tous les contacts disponibles et tu peux les ajouter dans une campagne directement. Aujourd'hui, 35% de notre business, il est fait de manière automatique en self-service avec des gens qui peuvent venir des États-Unis, d'Australie, d'Argentine. Ah, donc quand même beaucoup de demandes de démo. Énorme. Alright. Yo, ça enregistre, c'est bon. Bah, tu vois, du coup, on était en train de discuter, puis d'un coup, on m'a dit ça enregistre. Donc, du coup, j'enchaîne direct et j'étais en train de répondre à ta question. Que là, on est chez Podspace. Du coup, on est en plein Paris. Il y a 2-3 décors comme ça pour enregistrer des podcasts. Et tu vois, moi, j'ai commencé il y a pile 1 an. Okay. Je crois que tu es le 102e épisode que j'enregistre. Et du coup, je pense que j'en ai fait les 3 quarts, les 2 tiers, 3 quarts. Ici, tu arrives, tu fais ton enregistrement et tu repars avec ton épisode, il est monté. Ils font la miniature, ils te font le teaser, ils te font des shorts, bref. Magnifique. On est bien reçus, quoi. On a une cheminée, il fait chaud, c'est très bien. Yes, bon, en tout cas, hyper content qu'on puisse se voir. C'est la première fois qu'on se rencontre. Ouais, en vrai. Du coup, là, on s'est rencontrés il y a vraiment un quart d'heure. On se parle un petit peu depuis quelques temps. On a même commencé à travailler ensemble. C'est ça. On s'est rencontrés en visio dans des conditions très bizarres. C'était pour te vendre Frisbee pour Human Linker. Ouais. Et du coup, on a closé le truc. J'étais en plein plan Vigipirate en train d'évacuer la gare pour colis suspect. Donc voilà, tu resteras dans les annales. T'es encore parmi nous, donc tout va bien. Yes. Thibaut, je vais te demander du coup de te présenter. Yes. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Yes. Et après, on va échanger, tu vois. Carrément. Bah, du coup, je suis Thibaut Briolant. Je suis le CEO et cofondateur de Human Linker. J'ai 32 ans et j'habite à Montpellier. Okay. Et j'ai créé Human Linker avec Régis, qui est mon associé, en 2021. Après une dizaine d'années de travail en sales dans pas mal de startups tech, à la fois à Paris et aussi dans le sud. Et juste avant ça, j'ai créé une première boîte de consulting sur les sujets sales go-to-market, où je bossais pour un fonds d'investissement franco-suisse, et qui est devenu notre premier investisseur chez Human Linker à la création. Donc petite passion sales, quoi, du coup. Grosse passion sales même, plus que petite. Et ouais, du coup, tu vois, j'ai vécu les problématiques opérationnelles auxquelles on répond aujourd'hui avec Human Linker. Donc, je les ai vécues personnellement sur plusieurs jobs. Et puis ensuite, les clients que j'accompagnais les vivaient aussi. Et il a fallu trouver des solutions. Et attends, et aujourd'hui, tu habites à Montpellier, toute l'équipe est là-bas ou vous êtes en mode full remote dans toute la France ? Nous, on a un mode de fonctionnement hybride, tu vois, où on a à la fois un bureau à Paris, un bureau à Montpellier. Et après, on a des gens qui sont en full remote aussi, un peu partout, à Grenoble, à Besançon, à Nice, etc. Et du coup, on se retrouve tous les 3 mois à peu près dans une ville de France. Ça peut être à Montpellier ou ailleurs. Et attends, Montpellier parce que Montpellierien ou choix de vie Parce après ? Que j'ai grandi à côté de Montpellier à la base. J'ai fait mes études aussi à Montpellier, en école de commerce. Et puis après, les alternances et les jobs ont fait que j'ai bougé du sud pour aller à Paris notamment et un peu à l'étranger. Et voilà, et du coup, retour aux sources, c'est plutôt cool, agréable de monter une boîte sous le soleil aussi, même si je suis quand même souvent à Paris. Et là, il commence à avoir un petit écosystème sympa quand même à Montpellier. Hein. Il y a du coup vos confrères de Wallaxy, il y a toute la team de Swile. J'ai vu en regardant Marseille-Montpellier, non même Montpellier-Marseille, désolé les gars, vous avez une petite branlée 5-0 et j'ai vu que c'était Swile qui était le sponsor genre officiel. Au début je les voyais dans le site, tiens sympa, sponsor, puis après j'ai vu que c'était le sponsor maillot carrément quoi. Toi tu les connais un peu ou tu les côtoies ? Ouais, on a nos bureaux qui sont à 150 mètres, tu vois, donc on connaît quand même pas mal de monde chez eux. La boîte a pas mal évolué dans le bon sens, je pense, dans les derniers mois. Et en effet, ils sont quand même assez, j'ai envie de dire, grand public. Du coup, ça faisait sens, je pense, pour eux d'être sponsor maillot du MHSC. Moi, je suis quand même pour l'OM, tu vois, je suis pas pour le MHSC. Donc voilà. Mais ouais, il y a un bon écosystème. Il y a de plus en plus de gens, en fait, qui soit quittent Paris ou quittent le nord de la France pour aller dans le sud. C'est vrai que le cadre de vie est quand même assez cool. Il y a aussi des grandes boîtes, donc ça tire vers le haut. Tu vois, il y a des boîtes comme Dell, etc., qui cartonnent bien aussi, tu vois, depuis Montpellier. Donc ouais, plutôt agréable de bouger dans pas mal de villes. C'est un peu la même chose que nous, on a peut-être connu à Bordeaux il y a
Ouais, en fait, ça a commencé avant le Covid et ça s'est accéléré avec le Covid. Ouais. Le fait que beaucoup de Parisiens, de boîtes parisiennes et d'entrepreneurs viennent entreprendre à Bordeaux. Tu vois, moi, je l'ai vu, franchement, avant le Covid, tu m'aurais dit, fais le Poney Club, c'est le club que j'ai monté d'entrepreneurs, quoi. Et je t'aurais dit, ouais, il y a personne, quoi. Alors que maintenant, il y en a des centaines et des centaines et tous les jours, il y en a qui reviennent, quoi. Ouais, carrément. C'est ce qu'on vit, sauf que nous, on a le soleil, tu vois, par rapport à Bordeaux. Franchement, vu l'année qu'on vient de passer, franchement, je vais même pas répondre à cette vanne parce que t'as raison, en fait, quoi. Mais ouais, non, c'est cool. Après, je pense que Montpellier, ça a toujours été une ville assez forte sur les sujets tech, parce que tu as eu IBM, Dell depuis pas mal d'années, tu vois, qui sont implantés. Okay. Dell, c'est le siège Europe, quand même, tu vois, qui est là. Donc, c'est une boîte avec plus de 1000 personnes. Donc, il y a toujours eu un gros écosystème, notamment de développeurs. Ouais. Beaucoup de développeurs. Tu as Tids aussi qui s'est créé à Montpellier à l'époque, tu sais, dans la Tids, vidéo. C'est Loïc Soubéran notamment. C'est ça, ouais. Et Olivier Oreno. Swile, en fait, est ex-Tids, ouais. C'est ça. Donc ouais, non, franchement, c'est un coin qui se développe plutôt bien. Donc, écoute, plutôt content d'y être, quoi. Bah écoute, parfait. On va revenir du coup un peu plus au présent. Tu disais que tu avais été dans pas mal de boîtes sales et de sales tech. Tu avais été chez qui avant de dire vas-y je me lance pour lancer Human Linker? Alors moi j'ai commencé à la base dans la vente, c'était il y a assez longtemps, c'était en 2011, je faisais de la vente de menuiserie en porte-à-porte, tu vois. Pour te dire que j'ai commencé dans le sales un peu à la dure, donc B2C. L'IA est très loin à ce moment-là. Ouais. C'est une bonne école, tu vois, donc du coup je commençais par ça et ensuite j'ai commencé directement dans les startup tech, dans une boîte Martech à Marseille. C'était un SaaS social media. C'était l'époque qui s'appelle toujours, qui existe toujours, qui s'appelle SoBuzz, qui est une boîte concurrent à l'époque de des boîtes comme Social Shaker, etc. On faisait des jeux concours sur les réseaux sociaux, tu vois, des hashtags battle sur Twitter. Et c'était hyper cool parce que c'était, tu vois, 2013. Donc c'était grosse montée en puissance des réseaux sociaux. Et moi, j'arrive, tu vois, j'ai 21 ans, je crois. Ouais, c'était un fond Facebook et tout. Fond Facebook. Les concours et tout, c'était la base. Et en fait, l'opportunité de ouf, c'est que tu vois, j'ai une proposition, donc je rentre en école de commerce et je signe un contrat en alternance pour 3 ans. Et je rejoins une boîte avec 3 associés ingénieurs. Et moi, ils me disent, toi, tu vas être un peu notre directeur commercial, quoi. Toi, tu sais vendre, tu as déjà vendu, tu sais utiliser les CRM. Sauf que moi, je débarque, si tu veux. Bien sûr que je suis débrouillard, tu vois, j'ai fait de la vente en porte-à-porte pendant 2 ans. Je me suis fait gueuler dessus par les gens, aboyer par tous les chiens des quartiers pour vendre mes trucs. Mais voilà. Et donc, secteur hyper dynamique, super produit, des bons ingés. Et je débarque dans un incubateur un peu moisi à Marseille. Et c'est parti, quoi. Et écoute, ça a bien cartonné, bien développé la boîte. Et je me suis lancé dans les trucs que j'avais jamais fait de ma vie, tu vois, faire des appels d'offres privés, publics, gagner des gros deals. C'était hyper cool, hyper enrichissant. Donc j'ai fait cette première boîte. Après, je suis monté à Paris. J'ai bossé dans une grande boîte. C'est la seule fois de ma vie où j'ai rien vendu. C'est chez Mercedes-Benz où je travaillais en marketing pour la marque Smart. C'était hyper cool. Et là, pour le coup, donc, j'étais au siège et je m'occupais donc avec mes 2 managers de toute la marque Smart pour la France. Et tous les canaux de communication, l'event, les RP, les ads, le digital. C'était hyper intéressant et tu vois, ça m'a permis aussi de faire mon choix après est-ce que j'étais fait pour les grands groupes ou plutôt les startups et est-ce que j'avais envie de vendre ou au contraire de plutôt opérer des projets marketing. Et du coup, mon choix s'est fait après, tu vois. Et après, j'ai bossé dans une boîte AdTech, dans la publicité mobile géolocalisée. C'était hyper cool. Je suis arrivé, on était 5 dans la boîte, dans un grenier. Il y a une série A qui venait d'être opérée. Et là, pendant, tu vois, 24 mois, on est passé de 5 à 50. Bureau à San Francisco. Gros scale. Je faisais partie des top performers sales. Donc, c'était plutôt cool à cette époque. Donc, j'étais un peu chapeauté par 2 seniors. Et à ce moment-là, en fait, quand tu dis, donc on voit que clairement, tu as un bon sales, etc. Mais c'est quoi parce qu'il y a bon sales, il y a plein de sortes de sales, en fait. Et toi, tu es un sales plutôt gross, plutôt un sales plutôt bourrin, un sales plutôt chirurgical, un sales. C'était quoi tes techniques et c'est quoi qui faisait que. Qu'est-ce que tu maîtrisais que peut-être d'autres n'avaient pas à ce moment-là? Je pense que tu vois, il y a un premier truc. Alors, bourrin, non, dans le sens où, si tu veux, la manière dont on m'a formé, même sur la vente de menuiserie en porte-à-porte, c'était quand même des méthodes assez smart où tu connais bien tes produits, où tu crées vraiment des relations. Donc, je pense qu'un des éléments différenciants, c'est que j'ai toujours su créer des relations très fortes
avec mes prospects et mes clients. Ce qui a fait que j'ai toujours tu vois, bénéficié aussi derrière de référoles, etc. sur les deals. Et je pense que le fait que je me sois toujours aussi vraiment bien intéressé aux prospects, tu vois, ils se disaient ah ouais, mais lui, c'est pas le commercial du coin qui débarque, qui veut juste me caler un produit. S'il s'intéresse vraiment à moi, il creuse. Même si j'étais jeune, tu vois, j'arrivais quand même à tenir des discussions assez poussées avec des, tu vois, je sais pas, à 21 ans, je parlais avec des directeurs marketing de 50 piges de grosses boîtes cotées ou non, des gros distributeurs automobiles ou constructeurs. Et ça se passait bien, tu vois. Donc je pense que c'est ce côté relationnel qui a joué pas mal. Et après, je dirais le côté un peu malin aussi, où, si tu veux, souvent, quand tout le monde se heurtait, j'ai fait un posting LinkedIn là-dessus récemment, quand tout le monde, tu vois, par exemple, moi chez FeedTheHub, donc c'était la boîte dans laquelle je bossais dans la tech, on adressait des retailers, donc j'avais moi en charge toute la partie automobile au début. Et tu vois, tout le monde allait taper les constructeurs. Donc BMW, Mercedes, etc. Et en fait, ils se cassaient les dents pendant des mois, tu vois, à essayer de parler au directeur marketing. Sur des ventes longues, du coup, sur des ventes hyper longues, etc. Et en fait, le jour où en fait, tu arrives à parler aux gens, les gens ils te disent oula, oui, mais nous, alors on a un grand réseau, on a énormément de points de vente. Faudrait d'abord qu'on arrive à trouver le cas d'usage dans notre réseau, etc. Et en fait, le truc, c'est que c'était l'erreur à faire. Et sauf que comme moi, je connaissais bien le marché, j'ai fait complètement différemment. Ça veut dire que j'avais une approche un peu en tenaille où d'abord, j'allais voir les distributeurs parce qu'ils étaient beaucoup plus accessibles au niveau opérationnel, tu vois. Je pouvais très facilement prendre un rendez-vous avec eux. Il faut que j'aille dans des endroits hyper reculés en France parce que c'est là où ça marchait, tu vois. Tu pouvais aller voir les mecs, t'arrivais, t'étais le Messi, quoi. Tu vois, tu leur apportais une solution, ils n'avaient jamais eu ça de leur vie. Et en fait, derrière, t'arrivais, tu disais, OK, on fait un premier deal à 4K, 5K, et en fait, t'en multiplies comme ça. Je prends l'exemple, par exemple, de Peugeot. Tu tapais comme ça 4-5 distributeurs Peugeot. Puis en fait, derrière, tu envoyais un email au directeur marketing France, tu lui disais bonjour. On travaille avec 30 concessions Peugeot dans votre réseau. Est-ce que ça vous dirait qu'on se rencontre? On fait ça, on déploie des campagnes de publicité géolocalisées avec des boîtiers dans les points de vente pour mesurer l'efficacité des campagnes. Là, je peux te garantir que le mec, il te répond. Et il te dit attends, mais qu'est-ce qui se passe? C'est hyper intéressant. Et du coup, tu réduis à la fois le nombre de touchpoints. Et donc là, on en reviendra à tout ce que nous, on fait chez Human avec de la vente beaucoup plus qualitative et personnalisée, etc. Mais donc plutôt travailler les sujets relationnels. Ça a toujours été un peu ma marque de fabrique et ça continue à l'être aujourd'hui, tu vois. J'arrive à créer tu vois, un bon relationnel avec les gens et c'est pas surfait, tu vois. C'est pas je me force pas, tu vois. Ça, c'est le premier truc. Et après, je pense malin ou tu vois, si la grande porte elle est fermée, je passe par la petite, quoi. Ok, alors ceux qui nous regardent sur YouTube voient qu'on a complètement changé de décor. On était dans un décor creamy, on passe au décor Orange is the New Black pour la simple et bonne raison que je m'étais trompé. Donc, mea culpa, mec. On est passé juste dans le décor d'à côté. Et pour ceux qui nous écoutent en audio, ils ne comprennent pas pourquoi je leur fais perdre du temps parce que pour eux, ça ne change absolument rien. Du coup, j'enchaîne avec la question que j'allais te poser après, c'est on a bien compris du coup dans quel univers tu baignais, qu'est-ce qui était important pour toi, dans quoi tu étais bon. Qu'est-ce qui fait que d'un coup tu passes du salariat au côté obscur de la force qui est l'entrepreneuriat? Écoute, déjà, je pense que le premier truc, c'est que donc fin 2018, le marché dans lequel j'étais, donc la tech, a été pas mal chamboulé par les sujets de la RGPD notamment. Donc tu vois, on a fait partie malheureusement des boîtes qui ont été un peu dérangé par... La piraterie était finie, quoi. Ouais, c'était un peu fin de la récré, quoi. Après, je pense que malheureusement, on était loin d'être les plus comment dire? Clean? Ouais, non, c'est même pas le sujet d'être clean, parce qu'au contraire, on était backé, tu vois, par des gros cabinets d'avocats, etc. Je pense que c'est l'écosystème au global, tu vois, qui a été quand même chamboulé. Parce que nous, on dépendait aussi, tu vois, d'éditeurs d'app, etc. Bon, c'est un peu complexe. Donc, si tu veux, ce marché-là est un peu chamboulé. Et moi, je me pose des questions sur est-ce que je suis bien dans ma life à Paris? Est-ce que j'ai envie de continuer à bosser dans cet écosystème à tech? Ou est-ce que c'est pas le moment, tu vois, de bouger un peu, de prendre un peu le large? Et c'est vrai que, si tu veux, j'avais bossé pendant les 7 dernières années. Moi, j'ai fait la totalité de mes études en alternance. Okay. Donc, les 5 ans. Et si tu veux, je me pose une question. Je me dis, OK, est-ce que c'est pas le moment de faire un break et de réfléchir à la suite? Et j'avais plein d'idées en fait de projets, tu vois. Monter un resto, créer une boîte, mais créer une boîte pour faire quoi? Aller bosser dans la tech à Dublin. Enfin, tu vois, j'avais plein d'idées.
Et à ce moment-là, j'avais acheté un appart dans le sud. J'avais commencé à rénover, donc les week-ends, je descendais, j'enlevais des tapisseries, je faisais de la peinture, etc. Plein de trucs. Ça a permis aussi de me remettre un peu les idées en place, tu vois, sur la vraie vie, notamment quand tu es dans un quotidien, dans le bâtiment. C'est pas ce que nous, on connaît dans les startups, tu vois, où tu te poses la question sur quelle est la couleur de la capsule Nespresso et est-ce que tu es bien assis dans ta chaise, tu vois. Et donc, en fait, j'ai choisi de faire un break et de voyager pendant plusieurs mois. Pour justement, tout seul. Et justement, pour arriver à réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Quoi, tu vois. Là, c'est marrant, ça. Tu sais, moi, avec ma femme, il y a un peu plus de 10 ans, on a fait un road trip en Amérique latine. Ouais. Alors, tu sais, on est en 2012, donc pour le coup, c'est vraiment le truc à l'ancienne en mode où Instagram vient juste d'être fait, mais tu vois, on n'a même pas d'iPhone. On est allé sans Mac et tout. Le seul moment où on était sur Internet, c'est quand on allait dans des cybercafés, tu vois. Donc, tu as le truc un peu à l'ancienne. Et c'est ça qu'on allait d'auberge de jeunesse en auberge de jeunesse. Et c'était impressionnant de voir le nombre de personnes qui voyagent seules. Tu sais, qui voyageaient un mois, mais certains, ça faisait 3 mois qu'ils étaient partis. Certains, ça faisait 6 mois. Enfin, ils faisaient des véritables tours du monde. C'est quoi un peu la psychologie de... Pourquoi on part seul Ouais, bah écoute. Plus que la peur, moi, c'est l'ennui en fait qui pourrait m'effrayer. Alors après, tu vas me dire, bah non, t'es con, t'es tout seul, donc t'es obligé d'aller rencontrer des gens en fait. C'est ça un peu, non? C'est un peu ça le truc, ouais. Bah non, écoute, c'était aussi pour me prouver des choses à moi-même, tu vois. Donc, je pense que justement, tu vois, j'avais envie de me dire que j'avais toujours eu plutôt l'habitude de voyager, donc j'étais assez à l'aise quand même, tu vois, avec le fait d'être à l'étranger, de devoir parler anglais avec des gens, etc. Donc ça, c'était pas un truc qui m'effrayait trop. Mais en effet, tu vois, le sujet de la, entre guillemets, solitude, machin, c'était plus compliqué, tu vois. Et donc, en fait, je décide de partir. Donc, je commence par l'Afrique au début. Je fais un trip avec des potes. Alors là, je n'étais pas seul à ce moment-là. Je rejoins des potes qui étaient là-bas en expat. Et je pars véritablement seul 2 semaines après aux US. Okay. Là, je fais un road trip tout seul aux US de San Diego à San Francisco pendant un mois. Et là, ouais, dans auberge de jeunesse, tu connais personne. Ça se passe moyen en plus, tu vois. Genre, il y a des gens vraiment chelous. Parce que malheureusement, aux États-Unis, dans les auberges de jeunesse, il n'y a pas que des backpackers, tu vois. Tu as un peu des âmes perdues américaines qui débarquent avec leur voiture et leur t-shirt dans le coffre et c'est toute leur life, tu vois. Donc, c'est un peu particulier, tu vois. Mais je pense que justement, ça te met un peu un coup au moral dans les premiers jours. Et je pense que c'est pareil, ça remet un peu les pendules à l'heure, tu vois. Ouais. Donc, je fais ça pendant plusieurs mois. Donc, États-Unis, Asie, Australie, enfin, je vais pas mal bourlinguer. Et en fait, non, ça se passe hyper bien parce que tu rencontres très souvent énormément de gens. Ce qui est assez cool, notamment, tu vois, c'est je pense que le meilleur endroit pour faire ça, c'est en Asie, puisqu'en fait, tu es dans des auberges jeunesse, dans des backpacks où ça coûte rien. Et en fait, je pense que ça nivelle un peu aussi les classes sociales et les âges des gens. Tu vois, tu fais des restos avec des gens qui ont entre 18 à 50 piges. Ouais, nous, on avait fait l'Amérique latine. C'est vrai que je pense que c'est pareil, tu vois. Tu sens qu'il y en a certains, ils ont un peu d'oseille. Tu sens qu'il y en a certains, ils en ont pas. Ouais. Mais c'est vrai que j'avoue, on est tous à se bouffer le même petit-déj à 2,50 balles, quoi, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est assez cool, tu vois, parce que ça permet aussi de te dire, OK, en fait, tu peux être à la table avec quelqu'un qui sort du bac et il y en a un autre, en fait, qui, je sais pas, c'est un ancien trader. Mais en fait, tout le monde s'en fout, tout le monde est en t-shirt. Donc, je pense que ça, c'est cool. C'était une bonne expérience. Et finalement, j'ai pas eu sur le syndrome un peu de la solitude, etc. Au contraire, ça te pousse à aller parler aux gens. Donc, je pense que ça débloque un peu, même si j'ai toujours été hyper sociable et tout ça. Je pense que, tu vois, que ça, c'est heureusement un bon point. Et ouais, et du coup, pendant ces mois-là, tu vois, je réfléchissais. Tu vois, alors, j'avais un Mac. Donc, c'est là où je posais un peu mes idées. Et je me disais, OK, bon, c'est quoi le plan je continue, j'en sais rien, dans l'immobilier, je montais un resto, etc. Cet épisode est soutenu par Stronger by Conto. Conto, qu'est-ce que c'est? Que vous soyez entrepreneur, freelance ou dirigeant d'une start-up, gérer vos finances n'a jamais été aussi simple et c'est notamment grâce à mon partenaire Conto. 100% français, 100% en ligne. Conto est le compte pro le plus recommandé du marché avec des outils de facturation, de comptabilité et de gestion. Et Stronger by Conto dans tout ça? Stronger, c'est la communauté qui fait bouger les lignes de l'entrepreneuriat féminin en France. Cette initiative a déjà rassemblé des centaines d'entrepreneurs ambitieuses en à peine quelques mois. Rejoindre la communauté Stronger by Conto vous donne accès à plein de choses. Déjà, du networking pour créer des connexions, s'entraider et partager des compétences. Également une boîte à outils avec un accès gratuit à de nombreuses ressources dont la Bible des 100 meilleurs outils de productivité
que j'ai moi-même rédigé. Et bien sûr, des opportunités business pour booster votre visibilité et développer son activité. Donc, du coup, si vous avez envie de faire partie de l'aventure, rien de plus simple, rendez-vous sur le lien qui se trouve en description de cet épisode. Grâce à ce lien, vous pourrez rejoindre la communauté Stronger et façonner l'avenir de l'entrepreneuriat féminin. Mais ça, par contre, attends, intéressant. Donc, tu as ton Mac et tu prends des notes, tu les classes, tu fais des choses parce que, pareil, pour faire le parallèle aussi, et après, je te laisserai la parole évidemment là-dessus. Mais moi, pareil, j'ai retrouvé là récemment mes 2 petits calepins que j'ai eu pendant mes 5 mois en Asie, où du coup, je notais toutes mes idées et genre, il y en a certains qui étaient poussés. Genre, j'en avais où pendant 30 pages, c'était mon idée. Tu vois, je passais du business plan, le plan marketing. C'est marrant d'ailleurs de voir qu'en 2012, je me disais que je voulais monter une chaîne YouTube pour. Alors, je disais pas building public, mais genre, je mettais vidéo 1, j'explique comment on monte une boîte. Vidéo 2, j'explique comment on fait un business plan et tout. Genre, j'écrivais le script, le machin et tout. C'est un jour, peut-être que je le montrerai aux gens. Parce qu'il y a certains, j'ai un peu honte, mais bon, est-ce que toi, tu es dans le même trip à ce moment-là? C'est quoi? C'est tu prends des notes et tu crées des débuts d'idées en fait et tu les pousses un peu? Je les pousse pas tant que ça, tu vois. Mais par contre, je note énormément d'idées et en fait, surtout, je pense que c'est ça le gros sujet. C'était pas que des idées de business, c'était aussi des modes de vie différents, tu vois. Des pensées aussi, Et en fait, j'étais vraiment un peu dans cette quête à me dire, ok, bon, t'as fait, tu vois, 6-7 ans, t'as habité à Marseille, à Aix, à Paris, t'as bossé dans des startups, dans un grand groupe. C'est quoi la suite, tu vois? Est-ce que tu as envie de bouger à l'étranger, de vivre? Donc en fait, j'étais un peu en mode, tu vois, je faisais des SWOT de chaque idée, tu vois. Et c'était assez marrant, tu vois. Genre, donc je faisais beaucoup, genre l'idée, avantage, inconvénient. Ah putain, ça c'est top. Par contre, waouh, ça va me mettre dans telle situation. Tu vois, si par exemple je vais à Dublin, génial, je vais bosser dans une super boîte de tech, etc. Par contre, je risque de gagner moins que ce que je gagnais jusqu'à présent. Je risque du coup de rester dans un environnement où il pleut tous les jours, où c'est la merde, tu vois, niveau météo. Tu vois, et donc, j'essaie de vraiment me peser le pour et le contre dans chaque idée pour essayer d'arriver à me dire, OK, c'est quoi l'idée dans laquelle vraiment tu te sens le plus à l'aise, ce que tu as vraiment envie de faire. Donc, on en vient à la conclusion de ta question, qui est, je me suis dit, OK, j'adore vendre. Malheureusement, au bout de 2-3 ans, je me lasse un peu de vendre la même chose. Tu vois. Et je me suis dit, tiens, l'expérience que j'ai aujourd'hui, elle est une expérience early stage où il n'y a rien. Tu arrives et c'est feuille blanche. Parce que c'est ce que j'ai toujours fait finalement. Il y a une feuille blanche, tu as un CRM où des fois il n'y en a même pas. Il y a 3 clients et tiens, il faut aller développer le business, il faut passer le premier million d'euros de CA, etc. C'est ça que je sais faire, tu vois, aujourd'hui. Et je me dis, putain, est-ce que je ne ferais pas ça pour plein de boîtes en même temps? Et à cette époque-là, alors aujourd'hui, c'est un peu monnaie courante, tu vois, de dire je fais du consulting sur les CRM, je paramètre des HubSpot, je te crée ta stratégie go-to-market, je te copyright tes séquences, etc. Et en fait, moi, j'ai fait ça en 2019. Donc, j'ai créé une première boîte où l'idée, c'était un peu d'être le sparring partner des founders de boîtes B2B, de startups B2B. Et donc j'ai créé. Tech, forcément. Plutôt tech, ouais. Plutôt tech. Et en fait, donc je crée cette boîte-là avec vraiment, tu vois, je me dis, c'est pas du freelance, quoi. Tu vois. Je crée une vraie société, une marque, j'investis de l'argent, je fais tous les process, banque, initiatives pour aller chercher des fonds et pouvoir recruter rapidement, etc. Avec un vrai modèle, des offres packagées sur la partie construction de la stratégie, construction du playbook, sales. Tu vois, en fait, l'idée, c'était d'arriver avec une approche, pas d'ancien top manager sales, parce que ce n'était pas mon cas, mais c'était plutôt, tu vois, sales très opérationnel, voire sales manager. Par contre, qui s'est pris des claques et qui sait comment, en fait, au quotidien, tu vois, il faut rebondir. Quels sont les process qu'il faut, quels sont les outils bien paramétrés qu'il faut avoir pour réussir. Et donc je package ces offres-là. En fait, si on rentre juste un peu dans le détail là-dessus, en fait, les offres que tu vas packager, donc là, à ce moment-là, tu es en mode solopreneur, mais c'est presque un modèle d'agence un peu que tu... Ouais, c'est un modèle d'agence. Mais tu veux faire un modèle un peu d'agence productisée où tu as une offre unique et que tu arrives presque à automatiser ou c'était 3 offres. La stratégie go-to-market avec la construction du playbook. Donc là, vraiment en mode consultant. Donc consulting, tu as un audit et tu as un livrable qui est ta stratégie go-to-market. Donc là, tu vois, ça commençait à peu près aux alentours de 10K.
Ah oui, quand même. On n'est pas sur des petits. Non. Tu vas comprendre après comment je commercialisais aussi, parce que j'avais un mode de commercialisation assez différent de la plupart des boîtes. Okay. Donc, la stratégie go-to-market, l'implémentation des technologies CRM. Donc là, en fonction, et notamment, c'était HubSpot en priorité. Et derrière, il y avait du sales opérationnel. Donc, on prenait quelques boîtes par an. Et en fait, day one, on était 2. En fait. J'avais une personne, j'avais un premier salarié dès le début, qui était un très bon ami, et qui est toujours un très bon ami. Et donc, c'était assez productisé. Et en fait, mon modèle était assez différent des autres, dans le sens où déjà, c'est mes anciens boss qui m'ont aidé à créer la boîte et qui m'ont, si tu veux, aussi présenté du monde avec lesquels bosser. Et en fait, moi, je bossais pour le compte de fonds d'investissement et d'accélérateurs. Et en fait, le modèle que j'avais trouvé, notamment, parce qu'au bout de 4-5 mois, je faisais à peu près 80% de mon chiffre d'affaires avec un fonds de VC franco-suisse. Donc, un fonds de VC, c'est un fonds d'investissement en capital risque, pour ceux qui ne le savent pas. Et en fait, ce fonds de VC investissait des tickets entre 300 à 1 million d'euros dans des boîtes early stage, dans l'AI ou l'impact. Donc, ils peuvent mettre un ticket à 10K avec quelqu'un qu'ils connaissent pour te kicker tout ça, en fait, on va dire. Ouais, alors, il y a ça. Mais il y a surtout le fait que le modèle de ce fonds, c'est du capital as a service. Ça veut dire qu'en gros, une partie des fonds sont fléchés vers des partenaires stratégiques du fonds. Ce qui fait que je me retrouve en fait dans le processus d'investissement des boîtes, aux côtés des partenaires du fonds. J'audite les boîtes gratuitement pour le fonds, ce qui me permet de dresser une propale et derrière de flécher cette propale dans le pacte d'investissement. Ok, c'est vrai que les mecs, s'ils disent ils vont mettre 100 000, mais il peut peut-être y avoir dans les 100 000, genre 70K de cash et 30K c'est ta presta en nature, en fait. Exactement. Et du coup, moi, je sécurisais des tickets entre 10 à 80K euros. Ok. Donc, c'était plutôt bien. Et voilà. Et donc, du coup, je fais ça pendant pas mal de temps. Alors, ce qui était intéressant, c'est que je bossais pour peu de boîtes, mais par contre, avec un engagement qui était très important. Ça veut dire que, tu vois, on rentrait opérationnellement. Alors après, on n'était plus que 2, on était 3, 4, 5. Il y avait plusieurs personnes avec moi. Et donc, on rentrait opérationnellement dans 4-5 boîtes par an, tu vois, où on construisait toute la boîte de A à Z sur tout la strat. Donc, au début, donc audit de stratégie GTM, donc go-to-market. Ouais. Mais après, je suppose, écriture des séquences, fourniture du copywriting, création des sales machines, en fait, de toutes les boîtes, quoi. Okay. Tout de A à Z, signer les premiers deals et tout. Vous alliez jusqu'au closing? Ouais, on allait jusqu'au closing des deals et tout. Ok. Ouais. On rentrait vraiment opérationnellement dans la boîte. Et ça, est-ce que c'est bien ça, de sous-traiter le closing? Encore, tu vois, sous-traiter l'outreach, je peux comprendre. Ouais. Mais le closing, pour moi, c'est une boîte, elle doit le garder en interne, ça, non? En fait, tout va dépendre du deal que tu as. Nous, c'était quand même du deal long terme. Si c'est pour faire ça en court terme, ça n'a pas d'intérêt, je suis d'accord avec toi. Nous, c'était du long terme. Ça veut dire que des fois, tu vois, il y a des boîtes qu'on a gardées pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois, quand c'est toi qui as fait l'audit, quand c'est toi qui as construit les outils, que tu connais les offres par cœur, et on va pas se mentir, il y avait certains deals qu'on a opérés qui étaient dans des écosystèmes proches des collaborateurs que j'avais ou des secteurs d'activité dans lesquels j'avais bossé, ce qui faisait que ça créait énormément de valeur. Je prends un exemple, j'accompagne une boîte qui s'appelle toujours Speed, qui a été rachetée entre-temps, qui était dans la distribution automobile. Et donc, si tu veux, les prospects que Speed adressait, je les connaissais par cœur, personnellement même, tu vois. Donc, c'était game changer pour le fondateur de pouvoir avoir ce type d'accompagnement. Donc, ce que j'ai tendance à dire, c'est traiter le closing, si c'est pour faire des quick wins, 1 mois, 2 mois, non, ça n'a pas d'intérêt. Si c'est du long terme, c'est cool. Et donc, nous, on allait jusque-là. Donc, on faisait ça pour des fonds de VC, pour des accélérateurs de start-up, ou à l'époque, un start-up studio aussi qui investissait dans des boîtes à Paris et qui montait des projets. Quoi, lequel start-up studio? Alors, il a changé de nom. Il s'appelait Rocket Studio au début. Après, il s'est appelé Octave. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont focalisés sur 2-3 projets, notamment un projet qui s'appelle Apparello. Oui, c'est connu ça. Et qui est, je crois, un petit concurrent de Kimono. Apparello, c'est concurrent que j'ai connu. En fait, c'est parce que je connais. Ah, Apparello, ça me parle. Bon, après, moi, je suis plus trop dans ce game textile, mais je sais que je les ai déjà vus passer. Voilà. Et donc, du coup, on a accompagné cette boîte-là. Emmanuel. Du coup, tu fais ça. Ça a l'air de bien marcher. Ouais. Pourquoi tu changes du coup? Ça, c'est la grande question. Je pense que c'est là où ça devient intéressant, tu vois, et aussi de un peu la magie de l'entrepreneuriat. Donc, je fais ça pendant pas mal de temps. Et en fait, au début du Covid, si tu veux, le patron du fonds d'investissement pour lequel j'opérais
donc il s'appelle Jean-Christophe Ramos, me dit écoute, ça fait plusieurs mois que tu me parles d'une idée de construire le futur de la vente, révolutionner la manière de prospecter, utiliser l'IA, le big data, etc. Il me dit tous les buzzwords qui vont bien. Ouais, tous les buzzwords qui vont bien, mais j'avais déjà commencé à travailler, tu vois, le truc, parce que moi, comme je te disais, j'avais vécu les pain points, moi personnellement, et mes clients aussi. Tu vois, sur toutes les missions qu'on opérait, c'était toujours les mêmes problématiques. Oui, mais comment on fait pour augmenter les taux de réponse? C'est compliqué. Et la base de données, on la trouve où? Et comment on écrit des messages qui sont percutants pour augmenter les... Donc, si tu veux, forcément, moi, je réfléchis, je me dis, attends, OK, aujourd'hui, il y a les CRM, OK, il y a des outils d'envoi de séquences, mais les taux commencent à diminuer. Ça, on va en reparler, je pense. Et, on va bien rentrer dans le détail de ce qu'est une sales machine. Exactement. Tu vois, ça va être un peu le côté... parce que moi, en fait, je t'ai invité parce que j'avais envie de plus connaître ton parcours. Parce que je trouve ce que vous faites avec Human Linker, c'est cool. Et en effet, c'est un marché qui est hyper intéressant. Ouais. Et en plus, ça m'intéresse de recevoir un peu des experts sales. Parce que c'est ça, de toute façon, tous les gens qui montent des boîtes comme vous, c'est ce qu'on appelle des sales tech, forcément, c'est des gens qui savent le faire à la main, en fait, de base. Et en fait, souvent, les gens, en fait, je pense que c'est même pas qu'ils savent pas vendre, c'est qu'ils savent pas en fait décomposer la vente. Tu vois, et là, tu as donné un peu certaines étapes. Ouais. Je pense que du coup, après, on y reviendra, donner un peu ces étapes-là et du coup, à quel endroit Human Linker en fait apporte des solutions. Ouais, carrément. Mais écoute, pour revenir à ce qu'on disait, la transition entre les deux boîtes. Ouais. Donc, le patron de ce fonds d'investissement me dit, écoute, tu me parles de ce projet-là depuis pas mal de temps. Et après, il me dit, écoute, en fait, il y a une autre personne qui me parle d'un projet similaire. Il me dit, c'est un autre partenaire stratégique du fonds. Mais lui, c'est pas un profil sales, c'est un profil tech. Et il me dit, écoute, c'est un mec que j'ai backé à plusieurs reprises en tant que BA quand il était CTO ou VP Engineering de boîtes. Il n'était pas forcément co-founder des boîtes, mais il était dans les top managers tech. Et il me dit, c'est un gars brillant, il a commencé à coder à l'âge de 14 ans, c'est un vrai génie du code. On aime bien et forcément, on aime bien, tu vois. Forcément, moi, quand on me dit ça, ça fait tilt. Et il me dit, écoute, aujourd'hui, c'est un partenaire stratégique du fonds. Il a une boîte avec une quarantaine d'ingénieurs. Il y a blockchain dans 2 bureaux. C'est quoi? Il avait une boîte où il plaçait des ingénieurs Non, il les plaçait même pas. Il construisait les technologies de A à Z de startups dans lesquelles le fonds investissait. Et de boîtes maintenant qui sont série A, série B, et pas que, tu vois. Des néobanques, énormément de projets, et sur lesquels ils avaient une capacité de mettre de suite 15 ingénieurs. Ce n'était pas du placement chez le client. C'était construction de la tech in-house avec différents corps de métier. Donc ils vendaient pas des hommes, ils vendaient des... Non, ils vendaient des projets. Ils vendaient des projets, Ils vendaient des projets entiers de construction de A à Z. C'est sa boîte, ouais. Du coup, on ne va pas spoiler, mais j'ai l'impression que ça va être ton futur associé, hein, c'est ça? C'est un peu ça. Comment il s'appelle déjà? Régis. Ouais. Et donc, si tu veux, à ce moment-là, il me dit, écoute, il y a Régis qui réfléchit à ce sujet-là. Et en fait, ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que... Donc, moi, je dirais la manière de traiter les problématiques, c'était sur du vécu en tant que commercial. C'était sur du vécu de mes clients. Et en fait, Régis vivait aussi des problématiques sur les sujets sales. Lui, en tant que fondateur d'une boîte où il faut nourrir 40 personnes et sur lequel, lui, c'est un profil tech. Donc, il n'a pas forcément les codes de la vente. Et il a testé énormément de choses et il s'est pété les dents, tu vois. Sur sous-traiter, faire du mass mailing. Il a fait toutes les conneries possibles de faire. Et donc, forcément, aussi plutôt esprit d'entrepreneur. Comment on trouve des solutions à tout ça? Donc, début du Covid, on commence à discuter, à bosser, à prendre 1 heure de notre temps, une demi-journée, une journée par semaine. Vous êtes à Paname, là, tout ça, à ce moment-là? Non, à ce moment-là, moi, j'habite à Marseille. Parce qu'en fait, donc, retour de voyage, je ne remonte pas à Paris. Comme tu l'as compris, j'avais plutôt envie d'être au soleil. Et donc là, je m'installe à Marseille et lui habitait à Aix-en-Provence. Et donc, moi, j'étais dans un cowork proche du Vieux-Port. Je bossais avec mes clients. Mes clients étaient beaucoup à Paris, donc j'étais quand même assez souvent là. Et du coup, on commence à... Alors, au début, on ne se voit pas. C'est ça quand même le truc de ouf. C'est qu'on commence tout à distance. Parce que c'était le Covid, c'était le confinement en fait. Ouais. On commence les premières discussions pendant le confinement, en visio. Et là, tu vois, la question qui se pose, c'est... moi... Ok, lui, il a une boîte avec 40 salariés. La boîte, elle pulse bien fort. Et lui, il est, je dirais, beaucoup moins opérationnel. Mais bon, moi, dans ma boîte, je ne suis pas encore au 1er million d'euros de chiffre d'affaires. Il y a encore du travail avant que la boîte, elle soit stabilisée. Tu vois. Alors, il y a quand même la magie aussi en France de pouvoir avoir le chômage pour monter sa boîte. Ce qui a facilité aussi mon choix de pouvoir piloter les 2 projets en simultané.
On va pas se mentir. Et donc voilà, donc on commence à dédier du temps sur le sujet. On commence à se faire une vraie conviction, à auditer pas mal de boîtes américaines, etc. sur les sujets de prospection, d'outbound et autres. Et en fait, 7 mois après, on se fait une vraie conviction sur là où on veut aller. On crée le nom Human Linker et on présente le projet au fonds. Et le fonds rentre au capital. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, d'entrée, en fait, vous voulez en fait directement en fait faire rentrer le fonds. Vous avez directement besoin d'argent. Vous vouliez pas d'abord quand même tester le truc, tester un petit MVP et tout, juste pour un peu aller tester. Ouais. Et puis je vais mettre une deuxième question dans la question. Et pareil, du coup, c'était quoi votre conviction versus ce qu'il existait déjà? Parce que du coup, en fait, à ce moment-là, si on parle un peu des techs d'outreach qui existent. Bah, du coup, tu as l'Emlist qui commence à faire pas mal de bruit. Pour la partie, du coup, vraiment cold email pur. Tu as alors Wallaxy qui ne doit pas encore s'appeler Wallaxy. Si, ils existaient déjà. Ouais. Oui, mais ça ne s'appelait pas Wallaxy encore. Ouais, ça s'appelait. Ça avait un autre nom, Prospectine. Prospectine au début, ouais. Et ça, donc là, qui était plutôt là, pour la prospection à froid LinkedIn. Après, il y en a d'autres, mais j'avoue que c'était les deux qui ont été un peu plébiscités, en fait. C'est ça, dans cette époque un peu post-Covid, quoi. Alors, nous, on ne regarde pas que les sujets d'outreach. En fait, de base, c'est ça qui va m'intéresser. C'est que du coup, c'est vrai qu'on ça fait peut-être 3 quarts d'heure qu'on parle, mais du coup, c'est quoi votre conviction que vous vous êtes créée et en fait, quelle est un peu votre première idée de la V1 du produit que vous voulez monter? En fait, nous, l'idée de base, et comme quoi les idées évoluent aussi, c'était, on se dit, OK, aujourd'hui, il y a une problématique, il y a beaucoup trop de prospection massive, les taux de réponse sont de plus en plus faibles, et souvent, c'est sur sollicitation et des messages qui ont un peu ni queue ni tête. Et l'idée de base, c'est on utilise la force des relations, donc ce qu'on appelait le relationship intelligence, pour en fait identifier des personnes avec lesquelles tu as le maximum de fit et utiliser la force du réseau pour obtenir des mises en relation et rentrer en relation avec ces gens. C'est pour ça qu'on a créé le nom Human Linker Day One. La force du referral, en fait. La force du referral, la force de la recommandation. Alors, à la fois aligner ta stratégie, les cibles idéales que tu veux adresser, mais obtenir pour chaque personne que tu détectes, au lieu de leur envoyer une séquence avec 15 touchpoints, envoyer un message à une personne ou envoyer un message qui fait mouche, qui utilise quelque chose d'impactant, de personnalisé, de qualitatif, qui va permettre de pouvoir directement générer la conversion, le rendez-vous. On part avec cette idée-là de base et donc on travaille différents sujets. À la fois, on se dit il faudra qu'on soit en capacité de recommander les prospects qui sont, avec lesquels il y a le plus de fit. Ce qui veut dire qu'on ne s'intéresse pas qu'aux boîtes qui envoient des messages, mais aussi à celles qui proposent de la data. Donc, si tu veux, on regarde toutes les boîtes françaises et américaines comme ZoomInfo, Nomination, Mixdata, toutes ces boîtes-là. C'est des outils que moi, j'avais utilisés aussi dans la Apollo et tout aussi, non? Apollo, etc. On regarde tout. Et on se fait une vraie conviction là-dessus. Et on se dit, OK, on va travailler en effet ces sujets d'intelligence de relation, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut utiliser à terme le big data et l'IA pour pouvoir en fait faire de la prospection, du moins, ou alors de la prospection et de la vente beaucoup plus qualitative et personnalisée. C'est ça, en fait, notre sweet spot Day One. C'est quelque chose de plus qualitatif et de plus personnalisé pour créer des relations fortes entre les gens. Tu vois, Human Linker, le fait de créer des relations entre les humains, mais vraiment qualitatives. Et ça passe par la prospection, mais aussi sur la manière dont tu prépares tes meetings, dans la manière dont tu reviens vers un compte stratégique après avoir vu une information impactante, etc. Donc, on commence comme ça. Donc, la V1, l'idée, c'était quand même plutôt un outil de facilitation de referral. Ouais. Je donne un cas très concret. Moi, j'ai envie de prendre contact avec Jean de la Roche-Brochard. Ouais. L'outil que vous aviez envie de faire, en fait, il va me dire, si tu veux être mis en relation avec Jean de la Roche-Brochard, il vaut mieux que tu contactes telle personne de ton réseau qui, lui, va pouvoir te mettre en relation. Et je suppose que je sais pas, c'était quoi? C'était une extension Chrome branchée sur LinkedIn? C'était quoi, du coup, l'idée? C'était un peu plus compliqué que ça, très honnêtement. Nous, on a vu dès le début une expérience directement encapsulée avec les CRM, où globalement, en fait, on va scanner la totalité des gens que tu as dans ton portefeuille de prospects. Mais c'est ça, en fait, le problème. Et le problème que tu as un folk, par exemple, un peu résolu, c'est que dans ton CRM, tu n'as pas, en fait, les gens que tu connais. Tu as les gens que tu prospectes et que tu veux transformer en clients.
Alors, il faut mixer plusieurs sources, du coup. C'est ça, tu vois. Mais c'est ça, parce que dans le pur CRM, aujourd'hui, les gens, ils mettent... c'est ça, moi, tu vois, j'aime bien maintenant avec, par exemple, avec Folk. Et Folk, moi, ça me fait mon CRM commercial. Toi, par exemple, on travaille ensemble sur Frisbee. Tu es dans, le channel Frisbee sur Folk. Mais si, par exemple... mais tu étais aussi dans mon channel podcast. Et imaginons, j'aurais rien à te vendre ou quoi. Tu n'aurais été que dans le channel podcast. Mais par exemple, jamais dans HubSpot, tu vas rentrer les invités de ton podcast ou des journalistes ou je sais pas en fait, qui on veut quoi. Je pense et donc, du coup, il te fallait plusieurs sources, c'est ça que tu dis. Ouais, déjà, tu as plusieurs problèmes. C'est que déjà, sur LinkedIn, tout le monde s'ajoute et personne ne se connaît. Tu vois donc déjà, tu as ce premier problème à tacler. Le deuxième sujet, c'est est-ce que la donnée dans le CRM, elle existe ou pas. Néanmoins, aujourd'hui, si tu veux utiliser, on va dire, l'intelligence des relations, tu dois aussi faire effet de levier sur tes clients et tes clients ambassadeurs. Où est-ce que sont censés être tes clients dans ton CRM, tu vois. Et donc, en fait, nous, on part de cette idée en se disant, OK, on veut se baser sur les gens qui sont présents dans ton CRM aujourd'hui, aller analyser chacun des comptes et chacune des personnes et te montrer en fait les meilleurs chemins d'accès vers chacune des personnes avec lesquelles tu dois échanger via ton réseau personnel, mais aussi via tes clients ambassadeurs. On passe par ce sujet-là. On se disait, on générera des messages personnalisés de mise en relation, etc. Donc ça, c'est l'idée numéro 1. Ça, c'est l'idée numéro 1. Aujourd'hui, qui est toujours un gros sujet chez nous, mais qui a été dépriorisé par rapport à la maturité du marché et par rapport à des problématiques technologiques extrêmement fortes à lever aussi dans ce sujet du relationship intelligence qui est quand même pas facile à gérer. Non, mais beaucoup en parlent, beaucoup essayent. Pour l'instant, j'avoue. C'est pas facile, tu vois. On est d'accord, même au niveau peut-être mondial et tout. Je ne saurais pas dire qui est la référence là-dessus. C'est pas facile à craquer, mais en tout cas, c'est une énorme clé pour lutter sur le pain point de base qui est les gens ne répondent plus aux campagnes de prospection de masse, LinkedIn, email. Ce qu'on trouver... c'est qu'il y a 5-6 étapes, mais en fait, il y en a plein qui n'arrivent même pas à passer la première étape. Exactement. En fait, le pain point, il a toujours été le même depuis le début. On a toujours voulu répondre à cet enjeu qui est c'est compliqué en fait d'opérer un processus de prospection et de vente qualitative de A à Z. Comment on fait quels sont les meilleurs prospects avec lesquels je dois échanger? Comment arriver à identifier leurs coordonnées? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que pour arriver à savoir qu'est-ce qu'il faut leur dire, tu dois t'intéresser à eux, trouver de la data, aller analyser des informations, des articles, des trucs. Mais en fait, en fonction de quel type de sales tu n'as pas le temps de faire ça. Tu vois, c'est hyper long. Sauf que ça fait la différence. Tu vois. Et derrière, comment tu arrives à écrire des emails impactants, tu vois. Donc on a décomposé un peu tout ce process-là et on s'est fait une conviction. Maintenant, pourquoi on a choisi de faire entrer le fonds d'investissement Day One dans la boîte et pas créer un MVP? Parce que par rapport aux boîtes qu'il y avait sur le marché à ce moment-là, aujourd'hui, il fallait arriver avec un produit quand même assez solide. Tu vois, il y avait des boîtes qui avaient quand même... il fallait payer du dev, quoi. Il fallait investir dans... Enfin, en tout cas, nous, c'était notre vision du début. On s'est dit, c'est pour faire un truc bricolé en no-code pendant un mois. Ça ne fera pas le poids par rapport aux solutions qui sont déjà en place. L'écosystème des sales tech, et je pense que tu le sais très bien, c'est un écosystème qui est extrêmement concurrentiel. On adresse tous des marchés qui sont différents, avec des angles d'attaque différents, avec des forces différentes aussi. Tu vois, on en reparlera aussi. Quelles sont, nous, les forces qu'on peut avoir par rapport à d'autres acteurs ou qu'est-ce qu'on a pu choisir, tu vois, en termes d'axe stratégique. Et donc on choisit ce mode de fonctionnement dès le début qui était aussi propre à nous, personnellement, là où on en était dans nos vies personnelles et professionnelles. On n'avait pas 23 ans, on sortait pas des études avec 2 ans de chômage devant nous. On avait déjà des salariés, on avait déjà une boîte. Il fallait qu'on ait du financement pour pouvoir opérer. Tu vois. Donc le fonds rentre au capital dès le début. Ils mettent 250 000 € sur un PowerPoint. Et combien 250 000 € sur un PowerPoint. Histoire d'amorcer le truc. Histoire d'amorcer. Nous, derrière, on fait des effets de levier, banque, BPI, etc. Et on crée la boîte à Montpellier au début. Parce que l'écosystème, comme on en parlait tout à l'heure, plutôt quali, hyper vertueux. Et voilà. Et du coup, là, on reste en mode... Alors, apparemment, c'est la mode de dire ça, stealth mode. On reste vraiment sous le feu des projecteurs. Moi, j'ai mis du temps à entendre parler de vous. Ouais. En fait... Avant cette année, je ne vous connaissais pas. Tu vas comprendre aussi pourquoi. C'est pas dire que c'est stratégique, mais c'est que jusqu'à mai 2023, on n'adressait pas du tout le grand public. On n'avait pas du tout une approche où on arrivait sur les utilisateurs finaux directement. On vendait uniquement aux directions commerciales avec un produit qui n'était pas celui qu'il est aujourd'hui.
Et donc, c'est aussi pour ça que tu vois, on avait moins besoin de faire une communication entre guillemets grand public. Donc voilà. Et donc là, pendant 1 an et demi, on fait du dev. Nous, on reste avec nos boîtes aussi en pilotage en parallèle. Et en 2022, on fait une première levée de fonds un peu plus structurante où globalement, on fait rentrer un fonds qui était au capital de la boîte dans laquelle je bossais il y a quelques années, donc FeedsUp, donc un fonds qui s'appelle Carista, qui est un fonds parisien. Et on fait À ce moment-là, vous avez déjà un produit en 2022 ? On a une première partie du produit. Mais pas de clients ? Pas de clients. Ok. Un client, je crois. Un client sur 15% de la vision qu'on a eue Day One. Ouais, ok. Donc très spécifique, uniquement sur de la détection de data et de la sales intelligence un peu poussée, qui était la première brique de notre fusée. Quoi, si tu veux. Et donc là, on recrute le premier salarié, on installe le premier bureau, etc. Et puis écoute, on a fait notre chemin entre-temps. Et en fait, on est revenu sur la vision qu'on a eue dès le début, qui est de dire, OK, on veut travailler à la fois l'intelligence de la sales intelligence, détecter de la donnée sur les entreprises cibles, les personnes cibles. On est même allé jusqu'à racheter une société en 2023 spécialisée dans l'analyse de personnalité disque. On avait dès le début une grosse conviction sur ce sujet. On regardait beaucoup un acteur américain qui s'appelle Crystal Knows, qui est une boîte qui est backée par HubSpot et Salesforce et qui permet de mieux comprendre la personnalité de ses interlocuteurs pour affiner, si tu veux, ton style de communication quand tu es en meeting, etc. C'est une méthode qui est hyper utilisée par les boîtes américaines. Il y a beaucoup de formations, etc., qui sont faites sur ça. Et en fait, dès le début, on se dit, waouh, si un jour on arrive à identifier de la data sur les entreprises que tu cibles, donc avoir des systèmes assez poussés de scan, des articles, des interviews, des derniers postings de la personne, comprendre les enjeux de sa boîte, est-ce qu'elle recrute, est-ce qu'elle ne recrute pas, c'est quoi un peu les trends de la boîte. Ça marche pour les boîtes qui sont, alors pas forcément fancy, mais qui sont déjà de taille quand même conséquente. Tu vois. Non, en fait, c'est... Comment tu vas trouver de la data sur quelqu'un sur une boîte qui fait pas grand-chose. Par exemple, si toi, tes prospects, c'est les plombiers. Comment tu vas y trouver de la data en fait, sur toutes les boîtes de plomberie qui sont beaucoup de boîtes individuelles, par exemple, tu vois. En fait, c'est pas la taille de la société. En fait, c'est son niveau de visibilité qui compte. Aujourd'hui, tu l'as compris et tu le sais dans les échanges qu'on a, notre gros sujet chez Human Linker, et je pense qu'on est un des acteurs qui montent en puissance pas mal sur ce sujet, c'est la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation du processus de prospection et de vente. Okay. Pour avoir de la personnalisation, il faut qu'il y ait de la data. C'est évident. Nous, on a aujourd'hui des modèles d'IA générative qui sont assez poussés. Si tu n'as pas de data aujourd'hui, le niveau de qualité, il est faible. Tu vois. C'est pour ça qu'on a introduit une notion dans le produit depuis quelques mois qui est le score de personnalisation. Ce score de personnalisation, il est basé sur la profondeur de data qu'on a sur la personne que tu adresses, le contact, mais aussi sur son entreprise. Parce que par exemple, tu peux avoir un score de personnalisation potentiellement faible sur une personne parce que, je sais pas, tu as 2 posts LinkedIn fréquents, parce que son profil LinkedIn, il n'est pas très bien renseigné, donc son score sur l'analyse de personnalité, il est faible aussi, parce que tu vois, on a un système de scoring, et on va y revenir. Du coup, le message, il ne va pas beaucoup se mouiller, quoi. Et donc, du coup, le message se mouillera moins. Par exemple, tu vois, si on prend l'exemple de la partie analyse de personnalité, si le profil LinkedIn, il est assez pauvre en data, le score de performance, il sera plus faible. Donc, nous, on va donner des guidelines à l'IA pour la rédaction qui sera beaucoup plus pondéré que si on a un score qui est très élevé. Prenons un exemple. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Full and Rich avec Benjamin, par exemple. Tu vois, Benjamin, on a identifié que sa personnalité, il était jaune sur le disque. Et on a vu, par exemple, qu'il avait fait l'effort spécial. Tu vois. Donc, il y a 1 an, je fais des tests sur Human Linker. Et en fait, on me dit, tiens, vu que Benjamin, il est jaune sur le disque, tu vas pouvoir lui faire des approches humoristiques. T'as dit quoi, il est jaune sur le disque ? En fait, le disque, donc, c'est la méthodologie d'analyse donc des couleurs. Donc, tu as 4 couleurs sur le disque, 16 typologies de personnalité. Donc, nous, on va être capable de manière prédictive. Ah oui, c'est pour ça, quand tu me parlais du disque, je dis, mais je comprends pas, en fait. OK. En plus, c'est marrant, j'en ai parlé avec un autre pote récemment de ce truc, où il disait, en fait, avec ton post LinkedIn, j'arrive à te donner ta couleur ou quoi. C'est un mec qui s'appelle James, qui a monté une boîte qui s'appelle Clark à Bordeaux. Clark.ai. Non mais vas-y, excuse-moi, je te laisse faire. D'un coup, en fait, ça m'avait tilt on m'en a déjà parlé de ça. Bah alors, les posts LinkedIn, c'est un peu dangereux quand même, tu vois. Alors nous, je ne vais pas révéler la secret sauce, mais on a racheté une boîte du coup qui avait fait 3 ans de R&D sur le sujet, avec des chercheurs, avec des psychologues, etc.
Et en fait, l'analyse de Benjamin nous dit, OK, Benjamin, il est jaune sur le disque, il a telle typologie de personnalité, on calcule avec vraiment des calculs précis. On va pouvoir lui faire une blague pour l'accrocher dans le message. Tu vois. Donc, on lui fait une blague. Ça va vraiment loin dans donc, du coup, on va lui faire une blague liée à sa couleur sur le disque et liée à une expérience qu'il a eue par le passé. Sauf que si le score il est faible au niveau de la personnalité, on ne va pas dire à l'IA, vas-y, tu peux faire des blagues, let's go. On va pondérer notre demande à l'AI. Tu vois. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, pour avoir de la personnalisation assez poussée, il faut de la data. C'est pour ça que, à la différence des outils qui sont très bien, tu vois, mais nous, on arrive avec une autre vision. Donc, je parle des outils d'outreach classiques, tu vois, Lemlist, Wallaxy, etc., qui ont démocratisé et révolutionné aussi une partie de la prospection. Nous, on arrive quand même, historiquement, du big data. Tu vois, on a construit une plateforme qui scanne des très gros volumes de data sur des personnes, sur des entreprises. Et en effet, s'il n'y a pas de data exploitable, il n'y a pas beaucoup de personnalisation et les messages sont beaucoup plus basiques. Et c'est la vie, tu vois. Ouais. C'est comme ça et tu ne peux pas inventer la data à un moment donné. Et nous aussi, notre job aujourd'hui, ce n'est pas d'aider des boîtes qui vont aller cibler des plombiers, tu vois. C'est d'aller aider parce qu'on travaille avec des freelances, des chefs d'entreprise de TPE, PME, jusqu'à des équipes commerciales de groupes cotés en bourse. C'est d'aller aider des boîtes qui ont un minimum de visibilité, tu vois. Et ça peut être, tu vois, des boîtes. Aujourd'hui, tu as, j'en sais rien, une meilleure visibilité sur Full Enrich, Humalinker ou sur La Chapelle Studio que sur une boîte de 50 personnes dans le BTP, dans les Bouches-du-Rhône, tu vois. Et donc, on l'embrasse d'ailleurs, mais tu vois. J'ai dit on les embrasse, ouais. On les embrasse aussi parce qu'ils ont le droit de faire de la prospection. Ça, du coup, ça c'est votre techno. Ouais. Fait ça et c'est votre grosse proposition de valeur. Et du coup, de cette techno et de cette proposition de valeur, on a bien compris à qui vous vous adressez. Vous vous adressez à ceux qui veulent chercher, trouver et closer les clients. Ouais, c'est ça. En fait, on a adossé le modèle Big Data de base, donc qui est de scanner, de comprendre toutes ces personnes, qui peut être à la base, qui était utilisé uniquement sur les données du CRM. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en mai 2023, on a lancé une partie de notre produit. Donc là, on rentre dans un autre sujet qui est le mode de commercialisation. On a lancé une partie de notre produit disponible en self-service, l'extension Chrome, dans lequel on a annoncé en même temps le rachat de MyProfilia, donc la boîte sur l'analyse de personnalité disque. Nos premiers pas sur la partie GenAI, où on commençait à copyrighter des emails personnalisés, des icebreakers, des commentaires LinkedIn. Donc on a commencé par faire ça en one-to-one, donc vraiment message par message. Et donc on a adossé le modèle Big Data, l'analyse de personnalité et la partie IA générative pour rendre accessible, c'est quand même notre gros sujet, c'est rendre accessible à tous la puissance de l'IA dans sa prospection et dans sa vente, d'accord, avec quelque chose de beaucoup plus personnalisé et qualitatif. Et donc, on va être capable de proposer une expérience aujourd'hui dès le plan gratuit, tu vois, qui est dispo, chose qu'on ne faisait pas avant et je pense que c'était une belle erreur aussi. Tu vois. Je suis bien content de l'avoir fait. Et du coup, tu peux venir et on te recommande les meilleurs prospects avec lesquels tu as le plus de fit. On te trouve toute la data sur eux et on te copyright at scale aujourd'hui. Des milliers de messages personnalisés qui sont tous uniques et sur lesquels on te donne de l'actionnabilité pour changer le contexte de personnalisation, etc. Donc, tu n'as pas besoin d'être un expert de l'IA, du prompt engineering, etc. pour pouvoir utiliser un outil comme Humalinker. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont des noobs absolus de la prospection qui utilisent notre techno et qui cartonnent grâce à ça. Tu vois. Ça, du coup, donc là, je pense qu'on comprend. Alors, je pense peut-être pas tout le monde parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de termes qui sont peut-être compliqués pour les gens, mais à la rigueur, c'est pas grave. Moi, j'ai bien compris du coup la techno Humalinker. Maintenant, pour entrer encore un peu plus, pour aller un peu plus loin, du coup, comment opérationnellement ça s'opère? Est-ce que c'est quoi? J'ai une extension Chrome? Est-ce que j'ai du coup c'est directement une app en ligne, enfin une web app en ligne? Comment en fait, parce qu'on va redonner juste du coup les étapes dont je parlais tout à l'heure un peu du playbook, c'est comment je crée ma base de données, comment je l'enrichis, les messages que vous arrivez à générer, est-ce qu'ils s'envoient sur LinkedIn, est-ce qu'ils s'envoient par mail? Est-ce que du coup maintenant on peut aller à l'étape un peu d'après là? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc aujourd'hui on a 2 expériences, la plateforme, l'extension Chrome. Le principal de l'usage se fait dans la plateforme. Tu rentres dans la plateforme, tu as la possibilité de connecter ton CRM si tu en as un. Donc tu peux connecter ton CRM HubSpot par exemple.
Si tu n'as pas de CRM, pas de problème, on te donne toutes les armes, tu vois, pour arriver à réussir aussi sans CRM. Tu peux arriver avec un CSV, par exemple. Ouais, tu peux arriver avec un CSV. Après, toi, si t'intéresses comme data là-dessus, il te faut quoi? Le nom, le prénom, le nom de la boîte, peut-être l'URL LinkedIn du type, non? Ouais. Il te faut quoi? La réalité, c'est que le CSV, avec ce que je vais te dire par la suite, tu n'en as pas vraiment besoin. Okay. Dans le sens où aujourd'hui, il y a plusieurs modes d'ajout de contact. On vient juste d'annoncer notamment l'arrivée d'une base de données de 700 millions de profils disponibles avec énormément de critères de recherche. Déjà dans HumanLinker. Donc je suis pas obligé par exemple de passer par SalesNav ou LinkedIn ou quoi. Non, pas du tout. Je peux directement faire ma recherche dans HumanLinker. Exactement. Lourd. Tu peux faire ta recherche dans HumanLinker avec des systèmes de filtres hyper avancés. On ira jusqu'à faire du lookalike aussi par rapport au compte de ton CRM sur début 2025. C'est là que vous êtes un peu comme un Apollo ou un Nomination en fait là-dessus. En fait, le sujet de la data, il est hyper important dans le sens où tu fais gagner du temps à l'utilisateur et tu lui évites d'aller perdre du temps, d'avoir un abonnement Sales Navigator, d'aller faire tes petites recherches dans LinkedIn, etc. Donc c'était hyper important à la fois pour nous de proposer cette expérience-là. Ça a beaucoup de vertus aussi pour notamment les gens qui ont leur CRM connecté parce qu'on est en capacité de dédoublonner les datas qui sont déjà présentes dans ton CRM avec cette base de données, donc qui est disponible partout dans le monde aujourd'hui. Et donc c'est vraiment une force, si tu veux, de l'avoir. Du coup, c'est l'étape 1. Parce qu'en fait, l'étape 1 dans Sales, c'est à qui tu t'adresses. Donc, création de cette base de données. Exactement. Donc là, on a compris, en fait, aujourd'hui, les gens n'utilisent pas, les gens qui n'utilisent pas HumanLinker, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se créer leur base de données. Alors, il y en a qui sont très à l'ancienne, qui vont le faire sur un Google Sheet ou quoi, ou tu peux créer ta base de données, encore une fois, en important des recherches Sales Navigator. Maintenant, tu peux venir scraper des gens qui ont engagé, par exemple, sur tes posts LinkedIn ou sur les posts LinkedIn d'un autre. Ouais. Tu peux créer ta base de données en prenant les gens un par un. Moi, je peux aller sur ton profil, bim, avec pas mal d'extensions, pas mal d'outils. Je peux te rajouter dans mon CRM ou je peux te rajouter dans mon CRM de l'outil que j'utilise, que ce soit un Lemlist, un Wallaxy, la grosse machine ou quoi qu'est-ce. Donc, c'est ça. L'étape 1, c'est la base de données. Toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, vous avez toute la base de données, vous avez 750 millions de personnes qui sont directement dans l'app. Et donc, je peux, par filtre, déjà venir en fait me créer, on va dire, un premier draft de base de données directement dans HumanLinker. Exactement. Je vais résumer. Exactement. Donc, en fait, tu mets tes filtres, tu vas avoir des recommandations de contacts qui vont être faites. Tu peux utiliser plein d'autres manières aussi d'ajouter si tu veux compléter, par exemple, par une recherche LinkedIn SalesNav. Avec l'extension, tu peux ajouter en bulk directement 100, 200, 300 personnes, ajouter avec ton fichier CSV, ajouter depuis les contacts de ton CRM, ajouter depuis une liste HubSpot. Enfin, on fournit, je crois, 8 types d'ajouts différents, tu vois. J'ai pas entendu au début, je peux le faire à partir d'une recherche LinkedIn ou exactement. Avec une recherche LinkedIn, SalesNav ou dans la page LinkedIn d'une entreprise, tu peux, grâce à notre extension Chrome, récupérer d'un coup tous les contacts disponibles et tu peux les ajouter dans une campagne directement. Et je peux rajouter un contact par exemple. Aussi. J'ai mis l'extension HumanLinker, je vais sur ton profil LinkedIn. Est-ce que je peux, en un bouton, je sais pas, faire add to HumanLinker ou un truc comme ça? On a commencé comme ça pour aller vers l'ajout en masse. Et à la base, parce que justement, c'est un usage aussi. Tu vois, imaginons tu es sur LinkedIn, tu passes sur un profil et tu dis waouh, ce profil-là, il est bien. Bah, comment tu fais pour faire du one by one? C'est un use case qui est assez intéressant. Donc en fait, c'est le cas d'usage qu'on a eu le premier sur HumanLinker. Le fichier CSV aussi, tu peux. On a des systèmes qui font que tu n'as même pas besoin de mettre l'URL LinkedIn de la personne. On va aller, nous, automatiquement, à partir du nom, prénom et nom de l'entreprise, chercher toute la data. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape 1, base de données. C'est la base de données. Moi, je dirais que étape 2, maintenant, cette base de données, il faut qu'elle soit enrichie, il faut qu'elle soit correcte. Alors, en fait, il y a une autre étape avant. Il y a une autre étape avant la réalité, l'import des contacts, c'est la définition de ta séquence. Et dans la définition de tes séquences, nous, aujourd'hui, on fait du multicanal, email, LinkedIn. On a différents types de touchpoints. Notamment dans LinkedIn, on va avoir donc les notes de demande de connexion, les messages LinkedIn, mais on va avoir aussi, par exemple, les commentaires LinkedIn. Les commentaires LinkedIn, ce qui est hyper intéressant, c'est que nous, on les utilise au début en fait, des campagnes où on va mettre très souvent le commentaire LinkedIn en étape 1. C'est-à-dire que je peux, avec HumanLinker, faire une séquence. Imaginons que tu es dans ma séquence. Avant de t'envoyer le moindre message ou quoi, je vais aller commenter en loose day alors encore une fois, de manière automatisée, générée par l'IA.
Alors là, moi, je demande vraiment à avoir le résultat parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui peuvent faire ça. Pour l'instant, moi, il n'y en a aucun en français. En anglais, c'est pas mal, je trouve. Mais en français, pour l'instant, il n'y en a aucun qui m'a convaincu. Bah écoute, tu pourras tester. Non, mais alors, du coup, qu'est-ce qui fait c'était pas un procès d'intention, c'est plus. Qu'est-ce qui fait comment parce que tu es au courant de ça, que c'est éclaté aujourd'hui ce qui se passe. Qu'est-ce que vous avez fait vous pour pallier à ça? Pour que ça fasse pas cramer, que ça soit cool. Ouais, bien sûr. Bah déjà, c'est énormément d'ajustements sur la partie Gen AI. Si tu veux, nous, dès la sortie de ChatGPT, on a mis des équipes dessus dès le début. Donc ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on a du monde, tu vois, pour travailler le copywriting. En fait, c'est vraiment la pierre angulaire de notre projet aujourd'hui. C'est la génération des messages hautement personnalisés. Et on va continuer. L'objectif pour nous, c'est d'être vraiment en fait la boîte la plus avancée du marché sur ce sujet-là. Tu vois. Notre sujet, c'est pas de dire on a le meilleur taux de délivrabilité parce qu'on a tel warm-up, tel truc. Nous, on pense aujourd'hui que ce qui fait la force... Non, mais tu vois, il y a pas de... Chacun choisit ses combats, tu vois. Nous, on en choisit une autre. Nous, notre sujet, c'est plutôt la data. C'est plutôt comment on va utiliser aussi demain plus de données d'intention, un meilleur ciblage et donc une meilleure analyse des informations qui font que la génération, elle est extrêmement qualitative, elle arrive au bon moment. C'est ça notre sujet. Ce qui fait que sur la partie des commentaires LinkedIn, on a beaucoup travaillé le sujet pour rendre ça naturel, pour éviter de trop... que ça soit trop youpi, c'est génial. Tu vois, éviter... ta manière de créer des séquences sur LinkedIn est exceptionnelle. Vraiment, ça fait cramer de ouf. Donc en fait, on nuance, tu vois, on a même des modes avancés maintenant où tu peux toi-même paramétrer la tonalité des choses. Tu peux proscrire certaines tournures de phrases, chose que nous, on faisait de manière avec nos équipes d'ingénieurs en interne et qu'on rendait, si tu veux, c'était la même règle pour tout le monde. Aujourd'hui, tu peux carrément l'ajuster toi-même dans notre produit. C'est-à-dire que tu peux modifier la tonalité, tu peux modifier la longueur, tu peux ne pas respecter, par exemple, les recommandations de l'analyse disque, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur ce truc-là. Donc, en effet, imaginons que tu mettes 200 personnes dans ta campagne. Ben aujourd'hui, on va te générer. Alors, peut-être que tout le monde n'aura pas un post LinkedIn frais, tu vois. Parce qu'on va aussi poster en fonction de la fraîcheur du dernier post LinkedIn. On ne va pas aller commenter le post de LinkedIn il y a 6 mois. Ah, vous le faites qu'avec des posts qui sont déjà postés. Dans ma séquence, ça ne peut pas être commenter les prochains posts? Alors ça, c'est un gros sujet qu'on va faire, je pense, sur Q1 2025. Mais alors là, on rentre dans des niveaux... je pense qu'on va pouvoir être un des seuls acteurs à court terme à être capable de le faire parce qu'on maîtrise ce sujet. Alors, je parle là dans l'écosystème dont on parle en France, etc., bien entendu. Mais là, on parle de copywriting dynamique. Ça veut dire qu'en gros, ce que tu veux dire, c'est que nous, aujourd'hui, par exemple, sur les commentaires, on va générer le commentaire au début de la campagne sur un post qu'on a déjà identifié dans l'étape d'enregistrement dont on va parler après. On a analysé le post, on sait qu'il est frais, on rédige, on génère et on poste. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous, on peut modifier le contexte de personnalisation de la totalité des messages de la campagne. Tu as la main pour pouvoir le faire. Okay. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'imaginons que tu aies 10 touchpoints dans ta campagne et que ça dure, imaginons, je sais pas, 1 mois et demi. On va pouvoir dire que nous, on rédige les 3 premières étapes au niveau texte, mais qu'en fait, on a un système de mise à jour automatique pour les étapes d'après, pour refaire un coup d'enrichissement et de rafraîchissement des données avec les derniers posts LinkedIn, avec le dernier podcast qui est sorti, etc. Parce que c'est notre technologie qui est faite comme ça aujourd'hui. C'est juste que ça nous coûte un peu plus de refaire un nouveau rafraîchissement et de relancer tout le système génératif. Ça obligerait aussi l'utilisateur à venir rechecker le copywriting, mais clairement, c'est complètement faisable dans notre techno aujourd'hui. Tu vois. Parce qu'aujourd'hui, c'est là que je donne mon accord avant que vous commentiez. Ouais, exactement. En fait, si tu veux, dans les étapes... Du coup, c'est un peu chronophage. Si je veux commenter 100 posts... Bah après, c'est libre à toi, si tu veux, de review ou pas de review. Hein. C'est comme dans tous les outils. Non, si tu as envie de regarder, tu regardes. Tu as envie de mettre automatic sending. Tu peux même avoir, donc, quand tu disais tout à l'heure, l'extension Chrome, je passe sur une personne, tu vois, automatiquement, je la vois dans LinkedIn, je mets ajouter à la campagne. Si tu as coché automatic sending, enrichissement automatique de toute la data, copywriting automatique, bien entendu, en fonction d'un certain nombre de règles, d'une proposition de valeur spécifique, etc. Tu vois. On va donner du contexte à l'IA pour pouvoir générer des messages qui sont quali avec un axe de communication fort.
Et derrière, tu ne regardes pas. Tu vois, ça, on laisse la possibilité parce que tout le monde a un usage différent. Tu vois. Si tu es un freelance aujourd'hui, tu n'as pas le temps. Si tu es un commercial d'une boîte, on te fait déjà gagner, mais énormément de temps. Donc, tu vois, il faut un peu que tu bosses aussi. Tu vois. Ouais. Donc, ça, voilà. ce serait l'étape 2, ça, grosso modo. Donc, en fait, voilà, l'étape 1, c'est tu paramètres les étapes de ta campagne. On va travailler, bien entendu, des sujets de LinkedIn Voice Message aussi, mais avec un niveau de personnalisation beaucoup plus avancé que ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire envoyer des voice notes. Des voice notes avec la voix, message. Voilà, avec la voix de l'utilisateur, mais avec tout le contexte de personnalisation des étapes d'avant et le contexte d'actualité. Je viens juste d'écouter ton dernier podcast avec Caroline Mignot. Waouh, c'était top. Est-ce que ça marche bien ça? Moi, les gens qui m'envoient des voice notes sur LinkedIn, j'ai envie de les pendre, moi. Est-ce que je suis le seul à penser ça ou en fait c'est vraiment en matière de sales, c'est parce qu'en fait le truc c'est que t'es pas le premier en fait à me dire ça marche et tout. Je parle avec mon pote Kevin Dufresne qui est un putain de grosse et tout, et lui il utilise tout le temps ça, il me dit ça cartonne et tout. Mais moi en fait j'aimerais bien comprendre. Moi je déteste recevoir des voice notes en fait. Je pense que c'est toujours pareil, tu sais, de tirer des conclusions un peu trop hâtives, ça marche pas, ça dépend à qui tu l'envoies. Tu as des gens qui vont détester ça. Tout dépend de la cible à qui tu t'adresses, tu vois. Je pense que nous, ce qu'on veut, c'est déjà le rendre accessible, tu vois, dans la technologie. Maintenant, le deuxième point, c'est pourquoi, selon moi, aujourd'hui, ça marche d'une part parce que les gens ne connaissent pas ce touchpoint-là. C'est pour ça que ça marche. Donc c'est nouveau, Et pourquoi, moi, par exemple, je suis comme toi, j'aime pas trop parce que les messages, ils sont pourris. Et donc, c'est ça, en fait, la problématique. C'est ce que nous, on essaye de craquer aujourd'hui. Et je pense qu'on a commencé à bien craquer quand même le truc de manière globale sur la manière de générer des messages, de montrer qu'on s'est intéressé à l'autre. Tu vois, alors là, on va jouer sur cette fin d'année sur des campagnes où c'est utiliser HumaLinker, vos prospects vont vous dire merci pour votre approche. C'est le cas. Aujourd'hui, on a certains de nos clients qui nous envoient des captures écran de ce qu'ils reçoivent en échange. Waouh, merci, enfin un commercial qui s'intéresse à moi, ça fait plaisir, etc. On essaye de rendre ça de la manière la plus naturelle possible. Donc aujourd'hui, moi, quand je reçois une voice message qui me dit « Bonjour, je vous ai envoyé un email la semaine dernière, est-ce que vous l'avez vu? Voilà, je voulais faire un petit point avec vous. » Là, je me dis « Waouh, le mec, c'est un truc qu'il a envoyé à 1000 personnes, c'est cramé à 2000. » Et c'est pour ça, pour moi, que ça génère peu d'impact. Ou alors, il faut le faire de manière beaucoup plus maligne et être beaucoup plus cool dans le message. Salut. Alors, si tu pars du principe que ta campagne, tu tutoies tout, parce qu'il y a tous ces aspects sur lesquels nous, on travaille aussi. Le tutoiement, le vouvoiement, la tonalité, etc. Mais si tu fais une campagne où tu tutoies tout le monde, où tout le monde, entre guillemets, c'est que des gens du même écosystème, même âge, tu peux peut-être faire une note de connexion plus forte en te disant yes, je t'ai envoyé un email la semaine dernière, ça parlait de ça. Écoute, je viens juste de retomber sur ton profil ce matin. Tu vois, peut-être que là, ça peut passer un peu mieux. Vous savez, moi, je fais des séquences qui commencent par Yo. Du coup, déjà, ça me fait tous les gens qui sont choqués parce que j'ai vu ton post là-dessus. Et par contre, à contrario, je pense qu'il y en a plein qui se disent jamais il aurait mis dans une séquence, il aurait commencé par Yo, quoi. Tu vois, il me dit Yo parce qu'il pense que je les connais ou un truc comme ça, tu vois. Et en effet, ça marche pas mal, Mais c'est ce que nous, on essaye de faire de manière industrielle et d'arriver à l'adapter pour chaque interlocuteur. D'avoir une expérience qui soit unique pour chaque personne. Et d'ailleurs, on parlait de la délivrabilité tout à l'heure. La réalité, c'est que la délivrabilité, elle est aussi liée à qu'est-ce que tu mets dans tes messages, quels sont les objets, quels sont les corps de messages. Et chez nous, l'objectif, le but, c'est que tout soit unique. Donc, si tout est unique, déjà, tu as des problématiques de délivrabilité qui sont beaucoup moins fortes. Ok, donc ça c'était l'étape 2. En fait, on démarre la séquence et donc du coup, encore une fois, en choisissant des choses qui sont pas en fait envoyer un message, tu vois, qui sont envoyer une voice note ou commencer à les commenter. En fait, à, si on doit mettre une métaphore, en fait, commencer à mettre un pied dans la maison, tu vois, de la personne. On n'est pas encore rentré, mais on a mis un yep, tu vois. On aime bien les touchpoints un peu soft comme ça, où donc tu mets un commentaire, tu mets demain une LinkedIn voice message. Et ensuite, tu fais email, LinkedIn, etc. Tu peux espacer tes messages. Tu peux faire soit tout générer avec l'IA, soit avec des templates aussi, avec des variables, etc. C'est moins notre ADN, mais on le rend disponible parce que les autres acteurs du marché le proposent. Maintenant, je pense que les deux autres étapes qui comptent le plus dans notre technologie aujourd'hui, c'est l'étape d'enrichissement. L'étape d'enrichissement dans laquelle, en fait, on vient de manière automatique, sur 100, 200, 500, 1000 personnes, venir analyser qui ils sont,
Donc, bien entendu, qu'on va trouver leur adresse mail. On fait ça avec Full Enrich, donc en cascade. Et derrière, on va analyser qui ils sont, quel est leur contexte d'actualité, leur dernier post LinkedIn, on va les analyser. Interviews, podcasts, vidéos, tout ce qu'on va pouvoir arriver à trouver sur eux de manière professionnelle sur le web, on va le détecter. Je parle toujours là à l'échelle du contact, plus leur personnalité. Et derrière, on va faire tourner donc, les algos qu'on a construits pendant plusieurs années, où on va passer au peigne fin la boîte. Qu'est-ce que fait la boîte? Dans quelle industrie? Sur quel marché? Quelles sont les dernières actualités? Quels sont les derniers signaux? On a détecté, on a construit des systèmes qui vont analyser dans les articles de presse s'il y a eu une levée de fonds, une fusion, une acquisition, pour travailler aussi des sujets des données d'intention et permettre de paralléliser certains événements marquants de la vie de la boîte avec des conséquences derrière. Il s'est passé ça dans votre boîte, donc vous allez avoir tel et tel challenge dans les prochains mois. Et donc, grâce à cette analyse, on met un score, comme je te disais tout à l'heure. Des fois, le score, il est pourri parce qu'il n'y a pas de data. Tu vois. Ça, c'est la vie. Tu vois. Et en vrai, ça doit être ça la majorité du temps aussi, quand même, non? Non, parce que... La plupart des gens, quand même, pignon sur rue, tu trouves des choses et tout? Ouais, en fait, tu arrives quand même à avoir... En fait, ça, c'est le petit tacle par rapport aux autres acteurs du marché, mais c'est que même si tu as 30% de score de personnalisation avec Human Linker, les messages, ils sont toujours quand même plus personnalisés que si tu fais un template et que tu les envoies tous à la même personne. C'est la problématique du marché aujourd'hui. Pourquoi, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de mal à utiliser les outils de sales automation classiques du marché, c'est qu'ils savent très mal cibler les gens, ils savent mal constituer leur base de données, ils savent pas faire des petites campagnes avec des petits segments d'audience où tu peux créer un texte qui soit suffisamment percutant pour avoir des bons taux de réponse. Et c'est ce qui fait que derrière, les performances ne marchent pas. Donc nous, on a essayé de redécomposer tout ce flow-là en disant, OK, comment on rend accessible à n'importe qui mais en fait, ce flow-là de manière beaucoup plus simple. Tu vois. Donc voilà, donc le score de personnalisation, même à 30%, il est plus élevé que si tu fais un template où tu vas juste changer le nom, le prénom. Tu vois. C'est un peu ça le truc. Et après, on choisit aussi, nous, qui on va cibler, quelles sont les boîtes qui vont utiliser Human Linker. Si tu veux cibler des plombiers, tu ne vas pas venir sur Human Linker parce que tu vas utiliser d'autres méthodologies d'acquisition de clients et tu vas que faire du call. Tu vas plutôt utiliser du Google Maps ou un truc comme ça. Tu vas même pas tomber. Tu vas prendre un Phantom Buster par exemple pour créer ta base. Tu vas même pas tomber sur Human Linker si tu fais ça. Parce qu'en fait, on te ciblera pas de manière globale. C'est qui votre client cible? À qui vraiment vous vous adressez là si tu dois adresser un message? À qui tu veux parler en prio? C'est qui quelle est ta cible type vraiment? Nous déjà, je pense que le sujet c'est l'accessibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un expert de la prospection ou un gars qui sait faire du prompt engineering avec de l'IA pour utiliser Human Linker. Donc c'est ce sujet d'accessibilité. Et aujourd'hui, on le rend accessible à tous partout dans le monde. On a des utilisateurs dans 120 pays aujourd'hui. Et en fait, la réalité de notre business, pour donner quelques chiffres entre guillemets. Ce que j'allais te demander après, c'est quoi Human Linker en chiffres aujourd'hui? Aujourd'hui, 35% de notre business, il est fait de manière automatique en self-service, avec des gens qui peuvent venir des États-Unis, d'Australie, d'Argentine. Ah, donc quand même beaucoup de demandes de démo. Énorme. Oui, c'est vrai que pour self-service, donc self-serve, c'est en gros les gens, ils viennent sur Human Linker, c'est assez clair pour eux, ils créent un compte, ils sortent la carte de crédit et ils commencent à utiliser sans, juste avec peut-être les contenus que vous avez mis à leur dispo. Quoi. Et par contre, les boîtes qui ne sont pas self-serve, qui sont plutôt sales-led, c'est-à-dire qu'elles ont besoin, en fait, pour le closing se fait par des sales, en fait. Quoi. En fait, on a travaillé un gros sujet de visibilité dans les 16 derniers mois, là, depuis mai 2023, qui a fait qu'on a été beaucoup mentionné dans des rankings, alors désolé pour les anglicismes, mais dans les rankings des outils, les top outils AI pour la prospection, pour la vente. Ce qui a fait qu'on a une grosse visibilité aussi aux États-Unis et dans pas mal d'autres pays. Aussi parce qu'on permet de générer aujourd'hui en 50 langues différentes. Tu vois, donc on génère aussi des emails en espagnol, on envoie des séquences entières en espagnol, etc. Par exemple. Et donc on a beaucoup d'entrants aujourd'hui. Tu vois, on a plusieurs milliers de personnes chaque mois qui viennent créer des comptes. L'enjeu dans les gens qui viennent créer des comptes, c'est qu'il y a des profils qui sont complètement différents. Tu as des freelances, tu as des chefs d'entreprise de TPE, PME, mais des fois, tu as le CEO d'une boîte de 500 personnes qui crée un compte. Parce que son pote... Pardon ? La plus grosse boîte qui est cliente chez vous? Plus grosse boîte, les deux plus grosses boîtes, c'est Téléperformance et Scaleway aujourd'hui, et Randstad aussi. Ça, c'est les trois plus grosses boîtes aujourd'hui qu'on a. Alors, à la fois en termes de... Alors, Téléperformance et Randstad, c'est les deux plus grandes entreprises qu'on a en termes de nombre de salariés dans leur propre société à eux.
mais c'est là où on commence à être les plus déployés aussi. Néanmoins, voilà, donc on a vraiment 2 types de profils. On a le self-service, le bas de marché, freelance, TPE, 35% de notre business. L'objectif, c'est de le faire monter de plus en plus, tu vois, puisque c'est quand même la stratégie de base aussi des autres acteurs. La base du scale, c'est que ça rentre tout seul, quoi. C'est ça. Après, donc ça, c'est 35% de business. Il faut partir du principe qu'en avril 2023, c'était 0% de notre business. Okay. C'était 100% sales-led chez nous, vendu par l'équipe commerciale à au moins 5-10K, engagement annuel, paiement au démarrage, etc. C'était encore, ça représentait encore 15% de notre business du coup au début de l'été. Et on est en très forte accélération sur ce sujet-là. Et tu peux imaginer que ça nous arrive forcément de prendre quelques clients de nos camarades de la sales tech française, mais aussi ailleurs. Et on peut cumuler les deux en fait en soi. Pas trop. Non, toi tu penses pas? Non. Bah, en fait, si tu passes à l'un, tu abandonnes forcément les autres. Ouais. Ok. Ouais. Et puis c'est comme ça, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent. En fait, je pense que c'est aussi un sujet, tu vois, c'est un sujet de qui tu es, en fait, par exemple. Tu vois, si tu es un super growth expert, etc., tu vas peut-être utiliser, j'en sais rien, Clay plus LGM, tu vois. Aujourd'hui, si tu es un freelance, un commercial. Clay, c'est pour faire de la base de données ou non? Clay, c'est base de données, enrichissement. C'est un peu un outil nouvelle génération. Faro plus Full Enrich, en fait, non? Ouais, c'est beaucoup, beaucoup plus poussé. Hein. C'est vraiment un truc très, très technique. C'est une machine de guerre. Ouais, c'est une machine de guerre pour, sur la planète pour 1% et encore 0,3% des gens de la planète parce que ça adresse les meilleurs growth engineers ou les meilleurs growth du marché. Alors, moi, je pourrais pas. J'ai essayé, je n'ai rien compris. Franchement, moi, j'ai essayé aussi. Il y a Erich aussi qui est comme ça aussi, non? Erich, ils font quoi, eux? Erich, ils sont comme Wallaxy. C'est plutôt du Wallaxy. Ouais, Erich, c'est comme Wallaxy. C'est LinkedIn et tout. C'est que LinkedIn et c'est très bien ce qu'ils font. Tu vois, on les a croisés à Web Summit en novembre dernier, ils sont très cool. Donc, je pense qu'en fait, en fonction de qui tu es, ton usage, il est différent. Donc, nous, c'est ce sujet de démocratisation. Donc, en fait, nos clients, ils vont du freelance aux chefs d'entreprise TPE, PME en Europe, aux US, jusqu'à des boîtes beaucoup plus structurées. Tu vois, donc on va avoir des clients comme Payfit, comme Aircall, qui utilisaient aussi avant, pas du tout l'Emlist, la Growth Machine, qui utilisaient Outreach, Salesloft, et qui sont pour le coup là des outils, j'ai pas de problème à taper sur eux pour le coup, tu vois. Mais Outreach, Salesloft, ils créent de moins en moins de valeur. Ouais. Parce qu'en fait, c'est un outil qui fait que du mail, il n'y a pas de data, il n'y a pas d'AI, il n'y a pas d'enrichissement, et en fait, ça apporte plus de valeur. Et donc, ces boîtes comme, tu vois, des belles boîtes, des belles scale-up, etc., elles sont loquées pendant 2-3 ans avec ces outils-là. Et en fait, leurs équipes n'ont pas une bonne expérience dessus. Ah ouais. Donc voilà, donc c'est un peu ça notre sujet. Et après, pour te dire à peu près là où on en est, donc nous, on est seed vers la série A. On n'est que 12 personnes aujourd'hui dans la boîte. On a eu une trentaine d'ingénieurs au début. Et là, on se rapproche très rapidement du 1er million d'euros de CA. Donc d'ARR. Okay. On va atteindre, je pense, quand l'épisode sera tourné, je pense qu'on sera il va sortir un peu avant Noël, je pense. Eh ben écoute, à mon avis, au moment où ça va sortir, à mon avis, on y sera déjà. Ok. Eh ben écoute, donc voilà. Tout ce qu'on te souhaite là-dessus. Juste pour un peu finir, c'est pour faire un peu un résumé, parce que je pense qu'il y a plein de gens. Alors encore une fois, moi, des fois, je me dis. Avant, je voulais, dès qu'il y avait un mot un peu, pas compliqué, mais tu vois, je voulais qu'on l'explique ou quoi. Et puis en fait, maintenant, avec du recul, je me dis, bon, écoute, les gens qui. C'est pas grave s'il n'y a pas la terre entière qui écoute ce podcast. Moi, je veux que les gens qui écoutent ce podcast, justement, c'est les gens qui comprennent ce qu'on se dit, tu vois. De toute façon, on ne peut pas faire un épisode qui est destiné à tout le monde. Mais du coup, si on veut quand même faire un peu un résumé, tu vois, de toutes les étapes du playbook. Et donc, du coup, là où vous apportez une valeur, on l'a dit, étape 1, c'est la partie vraiment création de base de données. Ouais. Étape 2, alors j'ai souvent tendance à dire que l'étape 2, c'est l'enrichissement. Mais toi, tu m'as mis une étape un peu intermédiaire. Comment tu la nommes, cette étape? C'est quoi? En fait, en fait, je pense que c'est plutôt dans le sens inverse. Tu as l'étape 1, c'est le paramétrage de ta campagne. Tu connectes tes comptes, tu mets tes horaires d'envoi, tu mets ta signature de mail. Et surtout aussi, tu déploies ta proposition de valeur. Donc ça, c'est un peu le nouveau mode de fonctionnement après les templates. C'est que là, tu ne mets plus du texte basique. Tu vas nous dire où est-ce que tu veux aller, quels sont des exemples de clients, quelle est la valeur de ton produit, son ROI, etc. Et c'est grâce à cette data que nous, on va conditionner la partie IA derrière. Tu choisis ta langue et tout. Tu choisis tes différentes étapes, la structure de ta campagne, tu vois, donc le nombre de jours entre.
Et après, tu passes à la partie contact. Donc là, tu as plein de propositions de contact, comme on le disait. L'enrichissement, on trouve toutes les données qui vont bien. On va venir aussi checker, par exemple, si les personnes sont toujours raccordées à cette même entreprise. Parce que si tu ajoutes des contacts depuis ton CRM, ce qui est super utilisé chez nous, 30% des données des CRM sont plus à jour chaque année. Donc en fait, on va aller te détecter les gens qui ne sont plus en poste, te mettre un petit warning et te dire attention, ces gens-là, vaut mieux que tu les supprimes de ta campagne parce que sinon tu vas consommer pour rien et tu vas aussi générer du bounce et derrière, c'est pas bon pour ta délivrabilité. Je peux brancher Folk moi ou pas? Folk, vous êtes pas. Tu peux pas brancher Folk pour le moment. Tu pourras, je pense, sur le début de l'année quand on va release l'API de l'API du Humalinker. C'est un de nos objectifs, tu vois, de pouvoir être connecté à d'autres acteurs du monde du CRM. Parce que pour l'instant, c'est que HubSpot et Salesforce. HubSpot, Salesforce et Microsoft Dynamics. Okay. Après, tu vois, tu peux... Pas Pipedrive? Pas Pipedrive encore. Okay. On y réfléchit, tu vois, pour le premier semestre. Après, comme on disait, il faut faire des choix, tu vois. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, une des forces qu'on a chez Humalinker, donc pour expliquer rapidement, mais on a levé un tout petit peu moins de 4 millions d'euros depuis le début avec 2 fonds. Mais surtout, c'est une de nos forces, c'est qu'on a plus d'une 50aine de business angels qui sont des gros noms de la tech. Il y a qui, par exemple, que tu peux donner? Les gens que je peux donner, on a par exemple Christophe Holnetz, qui est l'ancien PDG France de Microsoft. On a Ludovic Levé, qui est le directeur général France de HubSpot, par exemple. On a Jonathan Benamou et Clément Buis, qui avaient créé PeopleDoc. Voilà, on a énormément de personnes. On a Vincent Gonneau, qui est le patron de l'Europe du Sud de Airtable, par exemple. Enfin, voilà, on a vraiment des gens brillants à nos côtés. On a aussi Mathieu Tarnus, qui est le PDG de Sarbacane Group, du groupe Positive. Donc voilà, on a vraiment pas mal de monde. Et en fait, ça nous amène aussi une forte accélération sur les grands comptes. Il y a une petite news que je peux te révéler parce que c'est aussi le pourquoi de ma venue à Paris cette semaine. C'est qu'on vient d'intégrer le Gen AI Studio de Microsoft et de Mistral AI, qui fait qu'on accélère de plus en plus sur l'utilisation de l'IA générative. Et un des gros enjeux 2025, parce que j'ai pas forcément, et c'est pas le but de faire une présentation étoffée de Humalinker, mais notre sujet aujourd'hui, c'est que on va rentrer dans des process au niveau génératif qui vont être de plus en plus puissants. On va être capable de prendre de la donnée privée issue du CRM pour améliorer encore plus la génération des messages. Donc, je prends un exemple, utiliser les recordings des visios que tu as fait avec Mojo, avec tel ou tel outil, les comptes rendus dans les CRM, etc. En fait, c'est ça toute la clé. En fait, maintenant, il y a tellement d'outils, tellement de data et tellement de choses qui sont créées. C'est maintenant, c'est comment tu arrives en fait, à bien tout conserver, tout centraliser et en fait mettre tous les ingrédients dans le même bol et avoir une mayonnaise qui a un bon goût, quoi, tu vois. C'est ça. Parce qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, si on prend la plupart des outils, c'est pour ça que nous, on est quand même très différent des outils d'outreach globaux. Tu vois, on a vraiment une approche qui est beaucoup plus globale, où on va aussi dynamiquement faire de la veille sur les comptes dans le CRM. C'est que tu vois, là, il y a des gens, il faut peut-être presque qu'ils réécoutent une deuxième fois pour bien comprendre ce que vous opérez. En fait, par exemple, c'est difficile de vous définir en une seule tagline. Alors, vous y avez sûrement déjà réfléchi. Si, en fait, tu peux en soi, tu vois. Tu vois, Humalinker, on est une plateforme tout en un pour la prospection et la vente personnalisée. Et donc, tout ça, on le fait guider par l'IA. Quand on dit tout en un, c'est là où, en fait, ça veut dire que vous opérez, en fait, tous les... C'est ça. Après, en fonction de qui tu es, tu n'as pas accès au même niveau d'avancée de la technologie. Je prends un exemple, ce que je suis en train de te dire là par rapport à la partie IA générative, les données de ton CRM, ça sera pour certaines entreprises qui sont assez avancées sur ce sujet-là, qui ont un CRM avec de la data qui est à l'intérieur. Tu vois, ça ne sera pas pour tout le monde de suite, parce que c'est des sujets quand même très avancés. Mais en fait, ce que je pense, c'est que j'ai l'impression c'est que votre game, en fait, ça va être les très grosses boîtes. À un moment donné. En fait, pour la partie existante qu'on a aujourd'hui, qui fonctionne très bien sur la génération des messages, l'envoi, etc., là, oui, on est en concurrence directe avec des acteurs comme Wallaxy, Lemlist, etc. Et la grosse machine. Et la grosse machine aussi, par exemple, tu vois. Donc là, le marché, il est extrêmement grand. On adresse des personnes différentes dans des marchés qui sont aussi différents. Néanmoins, c'est sûr que plus on avance et plus une partie de notre business, très certainement plus de 50%, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, comme je le disais, sera en effet dédié à des boîtes avec une taille significative, qui ont besoin d'accompagnement, et c'est aussi pour ça qu'ils viennent chez nous aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on est une boîte qui est en capacité de pouvoir déployer des accompagnements gros, on a tout un programme avec des partenaires stratégiques qui opèrent de la conduite du changement, etc.
Et parce qu'au niveau technologique, on va beaucoup plus loin que beaucoup d'autres acteurs. Parce que c'est le choix qu'on a fait, tu vois. Et parce que quand tu te connectes à la donnée des CRM et quand tu traites ce type de données-là avec de la confidentialité, je te garantis que ton churn, il est quand même un peu plus faible aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dangerosité du 100% product-led, elle est extrêmement décriée par la plupart des investisseurs. Tu vois, si aujourd'hui tu vas... même si moi, je suis hyper heureux d'avoir cette partie self-service, aujourd'hui, quand tu vas voir les investisseurs, ils te disent « Ok, c'est super, tu fais du self-serve, donc ça te fait du récurrent, bas de marché, ça génère du cash. Par contre, si tu fais pas du sales-led, c'est compliqué. Si tu ne vends pas avec une équipe commerciale, parce que ça veut dire que tu ne loques pas des boîtes sur 12 mois, 24 mois, avec des tickets plus importants. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Le mode dans lequel on est aujourd'hui, c'est... Et je pense qu'aujourd'hui, on coche une bonne partie des cases, même si c'est très honnêtement aussi souvent dans la douleur, parce que c'est pas facile, tu vois, on va pas se mentir. C'est pas, tu vois, on parlait du bullshit, etc. Nous, on est une petite équipe, donc bien entendu que c'est très dur. C'est très dur parce que tu as une équipe de 12 personnes dans un très gros marché avec des gros challenges. Mais voilà, on est dans l'AI, petite équipe. On va pouvoir faire j'espère, notre série A en étant break-even, tu vois, ou potentiellement même rentable, parce que on n'est pas là à surstaffer les équipes. Donc voilà, donc c'est ça qu'on choisit nos combats. Écoute, il faudra que tu reviennes dans un an pour le faire, ou alors peut-être même plus tôt. Moi, je te parlais d'un projet en off. Tout à l'heure, je te disais, j'aimerais bien créer un nouveau format. J'adore c'était Thierry Ardisson qui faisait ça à la télé, où il invitait les gens à bouffer chez lui, à dîner, et du coup, ils en faisaient une émission de la discussion, bien montée, bien truc. Alors lui, il faisait ça avec des gens du showbiz, évidemment. Ouais. Moi, je voulais le faire avec des entrepreneurs ou quoi, savoir si je vais essayer de faire le casting en fonction un peu du côté extraverti ou introverti des gens et faire un peu le casting parfait, mais je pense pas avoir la compétence pour ça. Ou alors c'était de faire une tablée sur des thèmes. Et toi, je te disais, genre, toi, est-ce que tu serais à l'aise d'être à table avec Toinon de Walaxy, Guillaume de Lemlist, Brice de la Grosse Machine, Guillaume de Phantom Buster, et en France, il y a les gens de Faro. C'est ça qu'on a un écosystème carrément. De ouf. Et moi, d'ailleurs, c'était Toinon qui me disait ça. Il me disait, mais en fait, tu sais pourquoi on a ce type d'écosystème en France? C'est parce qu'en fait, en France, les gens, c'est des rapaces. Et donc, du coup, en fait, ils adorent utiliser des outils qui leur permettent, en fait, de payer le moins possible, d'en faire le moins possible pour ramasser le plus gros. Et c'est pour ça qu'en France, on est très friand de tous ces outils de gloss et du gloss en général, en fait. Mais moi, je suis très chaud, en tout cas. Tu vois, nous... Je pense que parler avec l'écosystème... Vous parlez un peu avec les avec Brice, on s'est beaucoup parlé, tu vois, à une époque. Avec Lemlist, on se connaît aussi bien, pas forcément avec Guillaume, mais avec Charles. Donc, tu vois, il n'y a pas de sujet. Nous, tu vois, on parle avec tout le monde. Toi, non, vous habitez la même ville. Toi, non, on ne se connaît pas, mais on habite en effet à Montpellier. Je vais juste de s'envoyer un petit message. Voilà, avec Dorian Zelig, on se connaît aussi, etc. C'est ça que, putain, j'oublie Dorian Zelig, j'ai investi là-bas, tu vois. C'est de bonne guerre, tu vois. Même Benjamin de Full & Rich, lui, c'est juste pour l'enrichissement. Et Denis Cohen de Drop Contact. Il y a plein d'énergumènes, quoi, tu vois. On se connaît la plupart du temps, on se connaît, tu vois. Donc, voilà. Nous, de toute façon, on a envie de garder des bonnes relations avec tout le monde, tu vois. Le marché, il est très grand, on adresse des boîtes qui sont très souvent différentes, on a une autre approche. Donc, c'est de bonne guerre, tu vois. Donc, voilà. Écoute, on reste avec un bon esprit. J'essaie d'organiser ça si un jour on arrive à avoir tout le monde dispo le même soir ou quoi. Avec plaisir. Je vais réfléchir, mais ce sera plutôt un projet 2025 parce que là, déjà 2024, c'est déjà bien rempli. En tout cas, je pense qu'au niveau de l'horaire, il est 11h, c'est exactement ce qu'on s'était dit. Est-ce que toi, tu avais peut-être des sujets qu'on t'aurait aimé aborder, qu'on n'a pas abordé? Écoute, non, au final, on a parlé de là où je viens, ce que j'ai fait avant Humalinker, pourquoi j'ai sales, voyage, etc. Non, écoute, nous, on a des grosses ambitions sur les États-Unis. Donc la Serie A qu'on veut faire l'année prochaine, elle a pour objectif d'accélérer là-bas assez fortement. Donc voilà, donc ça va être à la fois l'accélération sur la partie self-service là-bas, donc avec une première création de bureau que j'espère à l'été 2025. Tu penses que tu as besoin d'avoir un spot là-bas? Un petit truc, tu vois. Pas besoin de faire un truc de fou. Genre même un poste à WeWork. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est juste avoir tu vois, et c'est ce que d'ailleurs Benjamin a fait, il a créé sa boîte aux États-Unis, etc. Il a SF, lui, je crois, maintenant. Exactement, ouais. Et du coup, on va créer une filiale US. Et on mettra 1 ou 2 personnes au début, pas besoin de faire des trucs de fou, mais au moins d'avoir des gens en local qui justement créent la relation. Tu vois, on parlait
de créer des relations fortes, je pense que c'est important. Donc moi, je vais y aller à plusieurs reprises en 2025. Et voilà, écoute, je pense qu'on est dans la bonne dynamique, on a la bonne team, on est bien entouré, tu vois, on a des super investisseurs qui nous accompagnent. Et voilà, écoute, c'est cool. Écoute, parfait. En tout cas, merci à toi. Je pense que l'épisode, il est assez dense, il est assez cool. Je pense qu'il mérite à être réécouté, à en faire même, je pense que je vais en faire un petit cours et tout. Ouais. C'est très cool, je suis ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi. Du coup, moi, ça va être le coup de pied au cul qu'il me fallait maintenant pour vraiment me mettre dans l'outil et vraiment commencer à l'utiliser. En fait, au début, je ne savais pas quel format je préférais faire avec toi, parce que j'en ai un nouveau aussi qui s'appelle Tuto avec le CEO, où en fait, souvent, c'est un peu le prétexte que je veux utiliser un outil, mais je veux qu'on m'explique comment ça marche. Et du coup, je me dis, écoute, ça peut faire un format sympa. Donc, c'est le CEO qui fait le sales et qui me fait une démo de son produit. On filme tout et on en fait une vidéo YouTube. Mais écoute, franchement, tu étais sur Paris et tout. C'est aussi sympa en studio. J'avais envie de rentrer dans le détail, de parler vraiment de sales et tout. Donc, c'était cool. Carrément, merci pour l'invite, ça fait plaisir. Merci à toi. Je vais faire les petites mentions légales de fin d'épisode. Merci à celles et ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire et surtout vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide énormément pour être référencé au mieux sur YouTube. Si vous écoutez en audio, pareil, là, une seule règle, mettre 5 étoiles. Si évidemment vous avez aimé, si vous avez moins aimé, vous pouvez mettre 4, 3 ou quoi. Je vous en voudrais pas, mais bon, 5 étoiles, c'est quand même mieux. Je crois que là, à l'heure où je parle, on est à entre 130 et 140 notes. Donc, si on peut dépasser les 150 d'ici la fin de l'année, ça serait cool. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci à tous. Magnifique. À très bientôt dans La Chapelle Radio. Et vive l'entrepreneuriat, vive l'amour, vive la France et vive la République. Ciao, ciao.